On a beaucoup parlé de sous depuis ce matin. On va carrément concentrer les questions ce soir et mettre les pieds dans le plat en parlant des business models de la télésanté. On dit qu'il y a beaucoup de projets pilotes en matière de télésanté, de télémédecine. J'ai même entendu dire par des gens de la Commission européenne qu'il y avait autant de pilotes de projets de télémédecine que de pilotes à Air France. Donc ça donne une idée de l'ampleur de ce que l'on peut avoir sur le territoire. Il y a beaucoup de projets de pilotes. On a des solutions techniques qui sont souvent testées, qui sont souvent approuvées par le personnel médical et par les patients, parce que c'est quand même le plus important. On a aujourd'hui des solutions techniques en télémédecine, télésanté, qui apportent des soins supplémentaires dans des territoires où on n'avait pas forcément accès à cette qualité de soins auparavant, ou alors dans des territoires en voie de désertification médicale. On a des solutions techniques qui évitent des déplacements, qui évitent des hospitalisations supplémentaires, mais apparemment, les acteurs de la télésanté peinent toujours à définir un véritable modèle économique de la e-santé. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver ce modèle économique? Pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas à généraliser les retours d'expérience que l'on peut avoir un petit peu partout dans les régions? C'est une question qui est centrale, bien évidemment, pour le personnel médical. C'est une question qui est centrale pour les patients. C'est une question qui est centrale aussi pour les industriels. Et justement, autour de moi, pour participer à cette réflexion aujourd'hui, Hicham Belkacem Temsamani, qui est chef de marché santé chez Cisco France. Christine Ungerer, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est donc chef de cabinet de l'ARS Midi-Pyrénées, qui est en charge du pilotage stratégique. Joan Cornette, qui a passé les Pyrénées pour venir nous rejoindre, qui est donc de la fondation catalane TIC Salut et qui travaille, lui, très fortement sur la télésanté. Christophe Lapierre, qui est en face de moi, de la Fédération nationale de la mutualité française et directeur des services d'information. Et puis Stéphane, Stéphane Gonnet également, hop, voilà, qui est à mes côtés, qui est directeur marketing de la société eDevice, une société qui est tout près de Bordeaux et qui fournit des solutions de télémédecine. Et enfin, Jean-Jacques Romatet, pilier de la télésanté s'il en est, qui est directeur général du CHU de Toulouse et qui est, depuis 48 heures, et on peut l'en féliciter, que je ne me trompe pas, président du Centre national de référence santé à domicile et autonomie. C'est bien ça, Jean-Jacques Romatet? Dites-nous quand même deux mots sur ce centre. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous allez y faire? Est-ce qu'il est allumé? Voilà, si. Oui, ça vient. J'ai envie de reprendre une phrase du président Mitterrand, qui est de dire « Enfin, les ennuis commencent ». Le Centre national de référence santé à domicile et autonomie, c'est une création du ministère de l'Industrie, qui, il y a un peu plus de 3 ans, avait lancé une consultation nationale. Nous avons répondu à 4 territoires, sous forme de 4 CHU et 4 pôles de compétitivité, qui étaient Provence-Côte d'Azur avec Nice, Grenoble, Rhône-Alpes avec Grenoble, et puis nos amis de Limousin, et ici à Toulouse, le pôle cancer biosanté et le CHU de Toulouse, avec l'appui d'ailleurs très rapide du pôle de compétitivité Aérospace Vallée. Donc c'était vraiment la combinaison entre des acteurs, et ça c'est, je pense, le premier message. Ceux qui ont répondu à cet appel d'offres, ce sont à la fois des entreprises, puisque dans les pôles de compétitivité, c'est évidemment des entreprises. Le président Pierre Montoriol est un chef d'entreprise et un acteur de... Écoutez, félicitations en tout cas pour cette récente nomination. J'ai envie de commencer cette table ronde par un exemple très précis d'un business model de télésanté qui marche, qui a été trouvé apparemment. Et Stéphane Gonnet va nous en parler. Je disais donc vous travaillez dans eDevice, une société d'une vingtaine de personnes. Vous concevez aujourd'hui des produits de télésurveillance à domicile. En 2 mots, quel type de produit et pour faire quoi? Oui, alors eDevice, c'est effectivement une PME d'une vingtaine de personnes basée à Mérignac, près de Bordeaux. Donc c'est vraiment une société française indépendante. Et il se trouve que nos produits, qui au début n'étaient pas du tout orientés dans le domaine de la santé, sont maintenant utilisés principalement dans la télésanté, mais principalement aux États-Unis, ou principalement avec des clients américains. Vos produits permettent de faire quoi, très concrètement?
Alors nous, notre compétence à la base, on va dire que c'est, pour vulgariser, c'est du modem. Donc ils permettent tout simplement de connecter des équipements sur Internet. Donc ça, c'est relativement simple. Il y a beaucoup de marchés potentiels. Et celui qui nous a vraiment, qu'on a vraiment découvert, c'est le marché de la télésanté aux États-Unis. Alors on a deux types d'applications principales. La première, c'est pour faire de la télérelève de pacemaker. Donc on travaille notamment avec Medtronic, qui est le leader mondial du pacemaker, pour veiller à ce que les données télérelevées par le patient à domicile sur son pacemaker soient échangées et envoyées vers les serveurs de Medtronic pour des analyses. Donc ça, c'est une flotte d'environ 25 000 pacemakers, enfin, ou produits et devices qui permettent à des pacemakers de communiquer. C'est une flotte qui est internationale, donc on a la majorité aux États-Unis et en Europe, mais on en a également aussi en Inde ou même au Groenland. Enfin, on voyage pas mal par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple, c'est le suivi de patients à domicile aux États-Unis. Donc on travaille avec les deux principaux leaders qui fabriquent des produits, des moniteurs médicaux à domicile pour faire de la télérelève de signes vitaux. Alors de quels signes très concrètement? Alors c'est le poids, la tension artérielle, l'oxymétrie. Éventuellement, il peut y avoir aussi de la glucométrie ou ce genre de choses. Ça dépend vraiment, je dirais, des pathologies des patients. Et donc ils utilisent également nos solutions pour envoyer, je dirais, les informations vers des centres qui vont traiter toutes ces données-là. La particularité qu'il y a sur ces systèmes, c'est qu'aux États-Unis, il y a des financements pour que ces systèmes soient installés. Alors, il y a notamment quelque chose qui est assez intéressant, c'est que il y a on va dire, pour le traduire en français, ça serait un petit peu le ministère des Anciens Combattants, alors ça s'appelle le Veteran Affairs aux États-Unis, qui s'occupe donc en fait des militaires, qui est relativement moteur par rapport à ça. On a des cas où les hôpitaux vont par exemple, suite à des opérations, être obligés de faire un suivi post-opératoire. Obligés par qui? Par l'assureur? Alors, ils sont obligés en fait par, je dirais, l'assureur si on veut, par le payeur, oui, puisque toute réhospitalisation suite à une opération ne sera pas prise en compte par l'assureur, mais l'hôpital devra l'assurer. Donc c'est une sorte de SAV, on va dire, même si c'est pas très médical de dire ça. C'est le Darty de la santé. Ouais, donc, et donc on a, pour résoudre ces problèmes-là, les hôpitaux misent tout particulièrement sur le suivi des patients à domicile, qui peut se faire via des infirmières qui viennent quotidiennement ou plusieurs fois par jour pour faire de la relève de signes vitaux, mais qui peut se faire aussi de façon beaucoup plus efficace via des boîtiers installés par des infirmières au domicile des patients, avec, je dirais, des petites séances d'éducation, et qui ensuite laissent les patients autonomes pour faire la télérelève de leurs signes vitaux. Qu'est-ce qui motive principalement ces payeurs américains que vous mentionnez à installer ce suivi post-opératoire chez des patients? Est-ce qu'on est dans un cas de qualité de soins? Est-ce qu'on est dans une problématique juridique comme celle que vous mentionnez? Ou est-ce qu'on est tout simplement dans la volonté de faire des économies derrière? Un petit peu les trois sûrement. Il se trouve que souvent, au travers des conférences qu'on a entendues, on se rend compte que les solutions de télésanté, notamment de télésurveillance à domicile, ça améliore la qualité de soins en général et la qualité de vie des patients assez souvent. C'est mesuré, c'est évalué? Alors, il y a beaucoup d'études là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste médical à ce niveau-là, mais de ce que j'ai vu, oui, ça semble quand même assez évident. Il y a de la littérature. Voilà, oui, il y en a beaucoup. Donc, en gros, on va dire médicalement, c'est mieux. Je résumerai ça comme ça parce que je suis néophyte et je peux me le permettre. Et d'un point de vue économique, c'est souvent moins cher. Donc c'est mieux et c'est moins cher. Donc les Américains étant très pragmatiques, ils vont de suite dans leur intérêt. Et au final, ce qui oblige les hôpitaux à faire ça, c'est vraiment un côté réglementaire qui fait que oui, suite à des hospitalisations, il ne va pas y avoir de financement s'il y a réhospitalisation par exemple. À la louche, pour qu'on ait un petit peu une idée de la pénétration de ces appareils que vous commercialisez aux États-Unis, combien, je ne sais pas, de milliers, dizaines de milliers d'appareils vendus aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs dans le monde? Alors nous, ce qu'on peut suivre, parce qu'on vend nos produits qui sont communicants, on vend également les cartes SIM qui sont et donc par rapport à ça, on a une flotte qui est de plus de 50 000 équipements qui sont connectés principalement aux États-Unis.
et qui est en augmentation constante. Donc on estime que d'ici 2 ans, on aura peut-être doublé ce chiffre-là. Vous avez bien insisté tout à l'heure, vous êtes une société française, le matériel il est élaboré en France par des ingénieurs, des informaticiens qui se trouvent près de Bordeaux. Combien de milliers d'appareils vendus en France ? Alors en France, en milliers, on est à 0. Donc voilà. On a en milliers et puis en unités aussi, hein, malheureusement. Donc on n'a vraiment aucune perspective. Nous, c'est une analyse industrielle d'entreprise, hein, très pragmatique. Pour le moment, c'est un marché sur lequel on n'est absolument pas présent. Et voilà, on voit qu'il y a des expérimentations qui se font, mais en général sur un nombre d'unités qui sont relativement réduits et qui, je dirais, font pas trop le poids par rapport aux marchés sur lesquels on peut investir aux États-Unis. Ouais, qu'est-ce qui explique qu'en France, vous soyez à 0 machines vendues alors que vous en êtes à plus de 50 000 aux États-Unis ? Alors j'espère que je le saurai à la fin de la table ronde, mais principalement pour nous, il semble que ce soit le business model. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment pour vendre un produit. Alors aux États-Unis, je dirais le modèle économique est relativement clair. On comprend qui paye et qui bénéficie des soins. On n'a peut-être pas exactement le même cas en France. C'est-à-dire qu'en France, vous ne comprenez pas qui paye, on ne comprend pas non plus qui en bénéficie. Voilà, alors moi en tant que citoyen, non. Voilà. Moi je ne cherche pas non plus excessivement à le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Et pour vendre un produit, de toute façon, il faut un marché. Le marché, c'est, je dirais, la personne qui va débourser de l'argent, qui va créer ce marché-là. Actuellement, la personne qui débourse de l'argent, on a du mal à l'identifier. Enfin, nous, en tout cas, on a du mal à l'identifier. Et on est aussi une PME d'une vingtaine de personnes, donc on n'est pas à même d'évangéliser un marché, on n'a pas la dimension pour faire ça. À titre personnel, vraiment très subjectif, vous avez l'impression que lorsqu'on compare la France et les États-Unis, pour vous qui vendez beaucoup là-bas, qui avez l'air de beaucoup progresser là-bas, on est en train de prendre du retard ici ? Sur la télémédecine, sûrement, oui, sûrement. Disons que quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de littérature là-dessus. Je pense que si on fait un récapitulatif ou un résumé de l'ensemble de la littérature, alors on peut avoir besoin de refaire des expérimentations pour s'adapter à des pratiques locales sûrement, mais ces expérimentations vont durer sûrement plusieurs années, et donc là le retard va s'accumuler. Hicham Belkacem Temsamani, pour vous qui travaillez également dans l'industrie, vous travaillez chez Cisco, votre sentiment lorsque vous pouvez voir des emplois ici en France et des emplois télémédecine ou autres aux États-Unis ou dans d'autres pays, lorsqu'on compare l'avancée des uns et des autres, vous dites quoi ? Alors, bonjour à tous, d'abord merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Alors je ne me laisserai pas aller jusqu'à dire que nous sommes en retard en France. Nous avons un système de santé qui est assez particulier. La santé en France est un secteur non marchand, un service public payé d'abord par nos cotisations à tous, par la CNAM et ensuite par des mutuelles complémentaires. Et à partir de là, pour établir un business model, il faut qu'un acte de télémédecine, un acte de monitoring à distance soit défini sur le plan réglementaire et aussi sur le plan du remboursement. Et ce qui manque en France, c'est que nous avons la première partie, nous avons l'acte défini dans sa partie réglementaire, mais nous n'avons pas le niveau de remboursement qui est défini par la CNAM. Et à partir de là, il n'est pas possible de construire un business model qui soit viable. Mais hors business model, ceci dit, sur les pourcentages d'utilisation de ces technologies dans d'autres pays, pour vous qui avez une vision mondiale, et les pourcentages ici, vous notez une différence ou pas ? Ah oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas forcément prendre l'exemple de la stimulation cardiaque, bien que Biotronic le fait en Europe et en France depuis de longues années. Mais par exemple, si on parle d'équipement du territoire en PACS, en système d'archivage d'images radiologiques, la France est classée 27e en Europe, je crois, après l'Estonie et la Lituanie. Donc là, il y a un retard d'équipement en infrastructure qui est absolument phénoménal. Retard d'équipement en infrastructure et, vous disiez aussi, des économies assez importantes à trouver derrière. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, si le développement de la e-santé ou de la télésanté, enfin de ce nouveau système de santé qu'on espère tous se transformer, n'est plus. Enfin, les challenges, les défis ne sont plus technologiques. Vous avez dû tout à l'heure mentionner la pléthore de projets de télémédecine qui ont prouvé la faisabilité technique, le bénéfice client. Les défis à relever sont plutôt organisationnels et économiques.
Et c'est là où réside la véritable innovation. C'est comment passer à la généralisation, ou j'ose prononcer le terme, comment passer à l'industrialisation. C'est là que ça se passe aujourd'hui en France, et que certains pays ont déjà commencé à faire. Ouais, c'est ce que l'on va chercher à comprendre tout au long de cette question. Je retiens le chiffre que vous avez donné sur le médical, 27e rang derrière l'Estonie. Jean-Jacques Romatet, pour vous qui êtes un pilier depuis longtemps de la télémédecine, télésanté, votre sentiment à chaud peut-être sur ce que l'on vient d'entendre. On a une société qui commercialise, française, qui est près de Bordeaux, qui commercialise des dizaines de milliers d'appareils aux États-Unis, de télésuivi des patients. On a des chiffres quand même qui sont assez surprenants. Vous en dites quoi ? D'abord, je voudrais dire que c'est plus facile aux États-Unis, mais le coût général de la santé aux États-Unis est beaucoup plus élevé qu'en France. C'est beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus coûteux. Pour que les systèmes puissent bouger, il faut que les acteurs aient intérêt à agir. Un des éléments qui a accéléré l'intérêt à agir aux États-Unis, c'est la réforme Obama, qui rend la réhospitalisation beaucoup moins bien payée que la première hospitalisation. C'est-à-dire que les acteurs n'ont absolument aucun intérêt à ce que le malade soit réhospitalisé. Le malade non plus, a priori, il n'a pas non plus envie d'être réhospitalisé. Ça explique le recours à des sociétés de services qui développent le suivi au domicile des malades pour éviter absolument qu'ils soient réhospitalisés. Donc on est dans un système qui est beaucoup plus, qui est complètement libéral, bien sûr. Nous sommes dans un système qui est tout à fait différent, qui est un système qui est construit sur la solidarité. Alors ça ne signifie pas qu'il est plus ringard que l'autre. Ça veut dire qu'il fonctionne différemment. Et pour que les pouvoirs publics, l'assurance maladie, acceptent qu'un dispositif médical entre sur le marché, c'est à peu près comme aux États-Unis, il faut qu'il passe par un certain nombre d'autorisations. Mais là, nous ne sommes pas dans un système qui consiste uniquement à payer des dispositifs médicaux. Il s'agit de payer un service autour d'un ou deux dispositifs médicaux. C'est là que ça devient, non pas complexe, mais compliqué. Parce que pour pouvoir mettre en place un service, il faut que des acteurs qui sont parfois, et même souvent des acteurs concurrentiels, trouvent un terrain d'entente. Qui ça, On va prendre si vous voulez, des exemples très concrets. Vous avez parlé du suivi de l'insuffisance cardiaque. Bon, c'est un sujet qui nous intéresse au CHU de Toulouse. Si nous voulons suivre autrement les malades insuffisants cardiaques, il faut forcément que nous mettions sur la même longueur d'onde, sur la même réflexion, le médecin généraliste, l'infirmière libérale, le médecin spécialiste, le médecin hospitalier. Quand ces acteurs-là ont été capables de se mettre d'accord avec un ou des fournisseurs de solutions, il leur faut démontrer par un travail d'évaluation, je dirais, très pointu, que ce qu'on met en place est plus efficace que la solution précédente. Et là, on peut convaincre Madame Guerer, l'Agence régionale de santé, et les choses sont heureusement un petit peu facilitées par le fait, notamment de l'arrivée des agences régionales de santé, dont le but est d'essayer, autant que faire se peut, de faire mieux se parler des acteurs qui sont des acteurs en concurrence. Donc le système français est compliqué, mais quand il se met en branle, il peut aussi devenir efficace. Et donc je pense qu'on n'est pas très loin du moment où un certain nombre de solutions complexes vont pouvoir être mises en place, peut-être plus efficacement qu'aux États-Unis. Jean-Jacques Romatet, je rebondis quand même sur ce que vous nous dites. Vous dites qu'on peut développer ici des solutions de télésanté, et vous en avez développé, que ce soit en post-hospitalisation, soit en prévention également de maladies, pour éviter, je pense aux malades du diabète. Vous avez un camion qui se balade et qui essaie de détecter des personnes souffrant de diabète pour éviter justement des hospitalisations lourdes et coûteuses. Qu'est-ce qui explique quand même qu'aux États-Unis, on arrive à convaincre, on a de la littérature, et on arrive à convaincre les acteurs que c'est plus intéressant d'un point de vue qualitatif, mais aussi financier, d'art de la télémédecine. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, après des années, 10 ans, 15 ans de télésanté, vous me dites ce soir, il faut qu'on aille convaincre encore les personnes? Parce qu'il y a un payeur national. Dans le système des États-Unis, il faut convaincre les différents assureurs qui sont les assureurs des entreprises.
et qui sont des acheteurs de services de santé. Ces acheteurs, s'ils trouvent que le système est bon, ils peuvent l'acheter. En France, on a un système beaucoup plus large, et donc il faut être capable de démontrer à peu près la même chose qu'aux États-Unis. Mais il faut le montrer avec des acteurs qui sont, je dirais, concrètement en concurrence, dans un système mutualisé, ce qui n'est pas du tout la même chose. Au bout du compte, quand même, ça fait quelques milliers d'euros de différence par tête de Français ou par tête d'Américains, au bénéfice du système français. Je voudrais quand même le préciser. Je vais vous passer la parole. Les mêmes Français vivant quand même beaucoup plus vieux que les Américains, tant les femmes que les hommes. Jean-Jacques Romatet, juste pour clore, parce que c'est vraiment un point très important. Ça veut dire que dans les différentes expériences que vous avez menées de télémédecine, télésuivi, télésanté, ou que vous avez pu voir mener par vos collègues, vous n'êtes pas parvenu à calculer, je ne sais pas, le nombre de déplacements évités, le nombre de nuitées d'hospitalisation évitées, le nombre de passages en urgence évités. Vous n'êtes pas parvenu à quantifier les économies pour aller convaincre les payeurs. Parce qu'en fait, ils sont très sensibles à cet argument d'économie, surtout en ce moment. Je voudrais dire que ça, c'est je vais répondre à votre question, c'est un des aspects de la e-santé. Il y a beaucoup d'autres aspects, par exemple sur la prévention de la fragilité, d'autonomie, où la réponse sera différente parce que les payeurs ne sont pas les mêmes. Et je voudrais répondre, les payeurs sont beaucoup plus nombreux, peuvent être des conseils généraux, etc. Dans le système, qui est le système État assurance maladie, il faut prouver de façon concrète que l'addition du travail de l'infirmière, du médecin, du spécialiste, du transport, de l'hospitalier, fait dans le système A, est moins cher et moins coûteux que dans le système B. Oui, mais je vous repose ma question parce que vous n'y avez pas répondu. Moi qui entends parler de la télémédecine ou télésanté depuis longtemps, j'entends c'est X milliers de transports évités, X milliers de visites. Allez, prenons un exemple, surveillance de pacemaker ou cardiologie. Il y a une région qui l'a évalué. Voilà, ils ont estimé qu'ils ont eu X milliers de personnes en moins qui sont venues voir le cardiologue de l'hôpital, donc du transport, etc. Tout ça, on n'a pas quantifié jusqu'à présent. Mais, parce que quand vous avez un payeur national, ou que vous avez un système comme celui de la Grande-Bretagne, parce qu'on pourrait dire tout à fait la même chose dans le système de Grande-Bretagne, où vous avez un National Health Service, il faut démontrer au National Health Service que la solution est meilleure. Alors qu'aux États-Unis, il faut le démontrer à l'assurance un tel, à l'assurance un tel. C'est un monde qui est à la fois beaucoup plus éclaté. C'est la même démarche d'évaluation, mais au lieu d'avoir un ou quelques grands interlocuteurs, on a de très nombreux interlocuteurs. C'est d'une certaine façon plus facile de faire avec plein d'interlocuteurs que lorsqu'on en a un grand avec des règles nationales. C'est pour ça que, par exemple, dans la question de l'autonomie, l'accompagnement de la personne fragile au domicile, les choses iront vraisemblablement un peu plus vite. Parce que certains conseils généraux qui veulent diminuer leur charge d'allocation autonomie prendront des initiatives. On le verra demain matin, certains d'ailleurs. ont pris des initiatives. Et donc font avancer les choses, alors que tel autre conseil général ne fera pas avancer les choses. Et donc le fait d'avoir plusieurs interlocuteurs fait que certains vont plus vite que d'autres. Et que quand le système est national, il est plus lourd, il est à la fin certainement plus sûr. Mais je pense que le système français est à la fois non seulement complexe, mais aussi compliqué. Christophe Lapierre, pour vous qui représentez la Fédération nationale de la mutualité française et que je vois faire la grimace depuis environ 3 ou 4 minutes dans cette affaire-là, est-ce que, effectivement, quand on a un payeur national, c'est plus difficile de se faire comprendre que lorsque l'on a des acteurs de proximité plus sensibles à des expérimentations locales et plus faciles à convaincre? Enfin, je ne fais pas la grimace, mais je pense qu'on n'est pas sur les mêmes paradigmes, en fait. Le modèle marchand que vous avez décrit et pas effectivement ce que vous avez rappelé. On est dans un modèle de solidarité, où on n'est pas non plus dans une logique où on paye en proportion du service rendu au départ. Chacun paye selon ses moyens mais reçoit selon ses besoins. Donc ça déjà c'est une ambition de solidarité nationale qui pose le problème de façon quand même assez différente. Et en plus, je pense qu'on a du mal, effectivement, même si on arrive avec des modèles économiques blindés sur une expérimentation, sur des populations bien précises, sur des dispositifs qui techniquement tiennent la route. Ça, je crois que c'est vrai que vous l'avez dit, hein, on n'a plus tellement d'inquiétude sur la problématique technologique. La difficulté aussi, c'est qu'on est dans un modèle qui vise à l'universalité, c'est-à-dire que derrière, on souhaite et on a l'ambition dans notre modèle aujourd'hui
que chacun, demain, selon ses besoins, ait accès, et que ce soit le même accès pour tous à ces dispositifs. Donc c'est forcément la problématique de généralisation ne va pas se faire en dealant avec un assureur dans tel État et éventuellement avec un autre dans une logique marchande où je vais avoir un modèle économique où je peux mesurer en fonction du nombre de personnes qui adhèrent et ce que je refacture la progression de nos dispositifs et avoir une vraie logique économique mais industrielle. Alors que là, on est dans une logique qui est, d'une part, donc, comme on l'a dit, basée sur la solidarité et qui vise à l'universalité. Donc cette ambition-là, elle est quand même, à mon avis, plus longue à faire bouger. Enfin, les lignes sont plus difficiles à faire bouger. Au final, par contre, juste pour finir, pour rebondir sur ce que disait M. Ramaté tout à l'heure, qui est sans doute juste, c'est peut-être moins facile d'un point de vue business. À la fin, il n'est pas sûr que ce soit moins intéressant d'un point de vue macroéconomique, puisque le coût de la santé par rapport aux services et l'égalité justement de la prise en charge, là je ne vais pas refaire les topos sur la comparaison États-Unis et Europe, mais enfin, on n'aboutit pas du tout au même résultat non plus. Oui, mais pour l'instant, effectivement, on coince sur la généralisation. Pour que je comprenne bien votre pensée, vous êtes en train de nous dire ce qui se fait à niveau local ou régional n'est pas forcément duplicable, copier-coller à merci au niveau national, ce qui va être valable pour Midi-Pyrénées compte tenu de sa géographie, de sa population, etc. Pour nous, ce n'est pas parce que ça marche là que ça va marcher partout. Alors, il y a deux choses. D'abord, effectivement, les problématiques, à mon avis, télésanté sont sur des problématiques territoriales, ça c'est sûr. Et il y a des spécificités territoriales qui font qu'il y a des dispositifs et des organisations qui sont plus ou moins bonnes dans certains endroits. Mais là, si on parle du modèle économique, on vise justement à s'affranchir de la particularité au niveau local et de se dire comment on fait pour globalement mettre en place un modèle économique qui fonctionne et qui permette l'industrialisation. C'était votre question. Donc là, on remonte d'un cran, on n'est plus uniquement sur la région. Et on se dit comment je fais pour avoir, je ne sais pas, un acte au niveau de l'assurance maladie, un forfait au niveau national pour financer tout ça. Effectivement, je pense qu'il n'y aura pas qu'un seul modèle, en fait, parce que comme vous l'avez dit, il y a plusieurs télémédecines. Après, il y a sans doute des financements régionaux pour certains dispositifs qui vont compléter peut-être une prise en charge obligatoire et nationale au départ. Les complémentaires ont leur rôle à jouer aussi dans l'ensemble, mais ça fait effectivement un tableau beaucoup plus compliqué pour un industriel, ça c'est certain. Christine Ungerer, on va avoir votre opinion en tant qu'ARS. L'ARS a un schéma de développement en télésanté, l'ARS aide beaucoup justement les pilotes, les expériences. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on bute sur cette marche que rappelait M. Tamsamani tout à l'heure, de la généralisation, de l'industrialisation de la chose, alors qu'on sait que technologiquement ça marche et médicalement, une bonne expérience, le personnel médical en est content. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on a plutôt abordé le sujet sous l'angle des infrastructures et beaucoup moins sous l'angle organisationnel et encore moins médico-économique. Donc, on a équipé des établissements de santé, donc ça avec des financements. Parlez bien près de votre micro. Avec des financements régionaux, mais qui en fait ont été quand même peu utilisés. Et puis surtout avec une organisation un peu très, très interpersonnelle, c'est-à-dire un médecin qui connaît qui a envie de bénéficier de l'expertise d'un autre médecin, et ça s'organise comme ça en bilatéral. Et alors du coup, ça reste encore très confidentiel. En Midi-Pyrénées, on a 5000 dossiers de télémédecine sur un an pour une population de près de 2,9 millions d'habitants. Donc ça reste encore très confidentiel. Et puis assez éparpillé par discipline. Donc ça, c'est le constat de départ. On se rend compte que pour que ça puisse largement se déployer, alors déjà, on se rend compte qu'il y a un besoin. Donc dans le cadre du projet régional de santé, on a identifié 6 grandes priorités, justement pour éviter cet éclatement, cet éparpillement. Donc trois priorités qui restent sur les soins spécialisés, en téléradiologie, donc pour faire face aux défis de la démographie médicale dans cette discipline. Télé-AVC, donc ça c'est la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral doit se faire en urgence. Or, tous les services d'urgence n'ont pas de neurologue. Donc là, typiquement, l'accès à l'expertise d'un neurologue à distance est tout à fait bénéfique. Et puis, pour une population très particulière, les détenus en médecine pénitentiaire, dans la mesure où c'est très difficile de faire rentrer un médecin dans une prison et encore plus difficile de faire sortir un détenu d'une prison pour avoir accès à une consultation de spécialiste. La télémédecine, et d'ailleurs est déjà pas mal utilisée en Midi-Pyrénées dans le domaine pénitentiaire. Donc ça, c'est les 3 premières priorités. Et les 3 autres priorités, c'est d'investiguer des champs nouveaux où c'est resté mais totalement confidentiel.
Donc en médecine de ville, en particulier pour les personnes âgées, dans le domaine médico-social, la prise en charge des personnes handicapées et en particulier l'accès à l'expertise psychiatrique, et puis tout ce qui est suivi des maladies chroniques à domicile et donc la télésurveillance à domicile. Et ça veut dire que finalement, sur ces 6 grandes priorités qu'on a identifiées, les besoins qui nous semblent les plus importants, c'est surtout accès à l'expertise en téléconsultation et téléexpertise. La télésurveillance, on sait qu'il y a un champ très très vaste, mais on suivra les expériences, on ne va pas les freiner, hein, loin de là, on a l'objectif de les accompagner, mais on pense que les besoins majeurs, c'est surtout en téléconsultation et téléexpertise. Alors je vais vous reposer la même question qu'à d'autres intervenants, c'est-à-dire que je radote à la fin, mais quand même j'aimerais bien avoir une réponse un petit peu précise. Qu'est-ce qui fait que depuis le nombre d'années que l'on met en place des projets, peu importe téléconsultation, télésuivi, oui, de télémédecine, que l'on entend de partout des acteurs de télémédecine qui nous disent on évite des déplacements, on évite des visites, on a des infrastructures qui peuvent nous permettre de faire des économies, ne serait-ce qu'en transport d'images ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça ne se généralise pas partout et que l'on ne trouve pas, ou que vous ne trouviez pas, le business model? Bon, il y a 2 freins. Il y a le frein organisationnel et puis il y a le fait effectivement que le modèle médico-économique n'existe pas. Le frein organisationnel, c'est que jusqu'à présent, souvent, les établissements, ils voulaient s'équiper, mais sans trop savoir ce qu'ils feraient. Maintenant, tous les projets de télémédecine, on ne démarre pas par le projet d'équipement et le projet d'infrastructure. Bien au contraire, on démarre par un projet médical. Donc ça veut dire qu'il faut que les professionnels se rencontrent, définissent leurs besoins ensemble. Et là, le GCS Télésanté et l'ARS peut accompagner pour ces réflexions. Mais et en général, ça part d'une base territoriale. Donc maintenant, on est beaucoup plus dans un territoire, donc vraiment au niveau local, les médecins demandeurs et les futurs experts, donc les futurs acteurs et utilisateurs de ce système se rencontrent et définissent mieux leurs besoins et commencent à construire un modèle d'organisation. Mais on ne peut pas se baser sur ce que vous avez déjà vu ou déjà constaté sur d'autres expériences qui ont maintenant quelques années derrière elles. Mais chaque projet devra quand même démarrer par cette définition du projet médical. Alors c'est vrai qu'après on peut faire des recommandations pour que les discussions aillent un petit peu plus vite et justement s'inspirer de ce qu'ont fait les autres. Et alors après, la deuxième partie, c'est le modèle médico-économique, puisque jusqu'à présent, ce qu'on a financé, c'est l'investissement. Hein. Bon, ça, en général, était financé par le ministère de la Santé. Mais par contre, on n'a pas du tout financé les frais d'exploitation et le temps médical qui y est consacré. Donc ça veut dire que toutes les expériences de télémédecine, actuellement, elles se font quasiment sur la base du bénévolat de la part des médecins. Et donc M. Romaté a évoqué cette difficulté qu'on va avoir de faire reconnaître dans la nomenclature des actes un financement particulier pour la télémédecine, parce que c'est sûr que l'assurance maladie a peur du caractère inflationniste. Donc nous, en Midi-Pyrénées, on souhaite, sur la base d'une première réflexion qui avait été faite par le professeur Larinck et son équipe, expérimenter. Donc à partir de projets qui existent, on en a des projets qui sont assez matures pour pouvoir mener cette réflexion, donc d'identifier les surcoûts qu'on va avoir, le temps médical du demandeur, de l'expert, éventuellement des frais de préparation, de coordination, d'autres ressources humaines, et puis de modéliser ça, et puis nous, dans un premier temps, on va le financer, l'ARS le financera sur des projets localisés. Et donc après, l'idée, c'est de présenter ces expérimentations à l'assurance maladie pour discuter avec l'assurance maladie pour qu'elle puisse commencer à nous le mettre dans la nomenclature des actes. Je voudrais entendre Jean-Jacques Romatet, puis ensuite on entendra Hicham Belkacem. Ça me dit beaucoup de choses. Hein. On a peur, Madame l'a dit, on a peur d'une inflation d'actes à faire derrière et on n'a pas de retour d'expérience précis. Je pense que votre question est précise, elle mérite une réponse précise. La réponse précise, c'est que les acteurs n'ont pas aujourd'hui encore intérêt à s'allier pour donner une réponse complètement coordonnée. Voilà. C'est un problème d'intérêt à agir. Si le CHU de Toulouse
s'est engagé dans une modification, par exemple, du suivi des malades insuffisants cardiaques, qui peut baisser le nombre d'hospitalisations, je suis un mauvais directeur d'hôpital si je baisse le nombre de passages des malades dans mon CHU. Alors pourquoi vous le faites du coup, si vous avez moins d'hospitalisation derrière? Mais, comme nous essayons de réfléchir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, on se dit qu'il va arriver le moment où les pouvoirs publics vont dire peut-être que sur les malades chroniques, on paiera de façon forfaitisée. Et donc on paiera peut-être à ceux qui s'organiseront le mieux possible. Et donc nous essayons d'anticiper cela. Mais si je regarde très précisément mon intérêt, je n'ai pas intérêt à faire ce que nous sommes en train de faire. Un médecin cardiologue n'a pas intérêt à travailler avec nous. Bon, il se trouve que nous y arrivons parce qu'il y a en Midi-Pyrénées des gens qui réfléchissent un peu. Justement, vous qui donnez des réponses précises, Jean Grosmatet, j'ai deux questions précises aussi pour vous, puisque vous parlez de tarification à l'acte et vous parlez de perte de vos clients, finalement, qui ne viennent plus chez vous à cause d'une prévention qui est trop bonne en amont. Est-ce que vous avez quantifié, mettons sur le, je sais pas, le diabète, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez quantifié le nombre d'hospitalisations évitées, ou alors une baisse d'hospitalisation d'une année à l'autre? Et comme on sait précisément combien coûte un acte, est-ce que vous avez fait compte de l'économie réalisée? Alors c'est un peu plus compliqué que votre question. Oui, nous avons quantifié. Nous savons que sur, par exemple, l'expérimentation des malades insuffisants cardiaques ou diabétiques, on pourrait le reprendre, nous savons que nous avons X malades qui ont 6 hospitalisations, Y malades qui ont 5 hospitalisations, dans tel cas et dans tel cas. Et nous savons qu'avec l'organisation que nous essayons de mettre en place, nous pensons pouvoir diminuer un certain nombre de coûts d'hospitalisation. Par contre, nous savons qu'il faudra un peu plus de travail pour le suivi au domicile. Il va falloir un travail de coordination, c'est-à-dire que les coûts vont se déplacer. Et l'important à la fin, ce n'est pas d'avoir un système qui coûte moins cher, c'est d'avoir un système qui coûte et moins cher et qui fonctionne mieux. Ça veut dire qu'il soit aussi accepté par les malades, ce qui n'est pas rien. Parce que les malades du système français, ce sont les malades riches et les malades pauvres. Quand on parle des États-Unis, on ne soigne pas par la e-santé 60 millions d'Américains. Alors qu'en France, si demain nous soignons les malades, on va soigner de la même façon le malade qui n'a pas de ressources et celui qui en a. Et on ne met pas au domicile d'une personne la même organisation selon qu'elle a une famille qui lui permet de comprendre, de s'organiser, ou une personne seule à son domicile. Donc le suivi au domicile, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Je termine en vous disant que nous avons organisé il y a 2 ans des ateliers avec tous les acteurs professionnels, industriels, etc., les malades, les associations de malades. Les associations de malades nous ont dit, nous mettons 2 conditions au fait d'être suivis davantage au domicile, ce que nous souhaitons. Nous souhaitons avoir la même sécurité qu'à l'hôpital et nous souhaitons être formés. Bien, former des gens de même niveau dans une université, ce n'est pas facile. Mais former des malades de niveaux formidablement différents, avec des environnements différents, ça signifie qu'il va falloir inventer des services au domicile. Il y a ici des acteurs du service au domicile. Ce sont des nouveaux métiers. C'est-à-dire que les dépenses vont se déplacer. Et peut-être à la fin, on pourra un peu mieux soigner, pour un peu moins cher, avec la même qualité. Je poursuis votre raisonnement, Jean-Jacques Grosmatet. Vous nous dites les dépenses vont se déplacer. On va soigner mieux, ça c'est à peu près certain. Un peu moins cher, et tant mieux par les temps qui courent. Est-ce que ça veut dire que le business model qu'on est tous en train de chercher autour de cette table de la e-santé peut venir en grande partie de l'hôpital? Ce qui va rassurer votre voisin à côté. De l'hôpital seul, non. Sans l'hôpital, c'est impossible. Je vais vous prendre un autre exemple très concret de Midi-Pyrénées où je pense que nous allons être novateurs. Nous sommes novateurs avec l'agence régionale qui a bien compris cela. Nous travaillons sur la prévention de la fragilité. Notre équipe de gériatrie, on a une des meilleures équipes de gériatrie du monde à Toulouse, hein, c'est pas assez. Cette équipe pense que quand on suit des personnes dépendantes, d'une certaine façon, c'est déjà trop tard. Il faut suivre, il faut aller travailler chez des personnes fragiles. Donc on a pu repérer un certain nombre d'éléments de leur vie qui vont les faire basculer
dans le niveau de la dépendance. Donc le professeur Vélas et son équipe sont en train de mesurer, et avec un accord de l'Agence régionale de santé et avec les généralistes, nous voyons des personnes âgées au moment où elles ne sont pas malades, mais où elles peuvent le devenir. Parce qu'on a repéré, le médecin généraliste a repéré un certain nombre d'éléments de fragilité. Ces personnes, quand nous les connaissons, nous pouvons les suivre au domicile. Je peux prendre un exemple, mes parents sont dans cette situation, donc je le connais bien. Et je sais bien qu'on peut éviter, avec ce travail, que la personne tombe, chute, qu'elle perde trop rapidement du poids, etc. Et donc là, on peut utiliser des outils de la e-santé parce que nous mettons en place un système coordonné, en lien avec l'Agence régionale de santé qui a compris cela et qui, dans son projet régional de santé, a prévu que ces lieux d'évaluation de ces malades, il y en aura 33 dans le projet régional de santé. Donc vous voyez, pour pouvoir être demain, dans ce domaine, les meilleurs au monde, et on sera les meilleurs au monde, il faut des médecins qui réfléchissent, qui convainquent les pouvoirs publics, et ensuite les pouvoirs publics qui disent « on va faire ». Ensuite, on va évaluer, comme tout le monde, de façon extrêmement rigoureuse. Si notre démarche n'est pas réussie, on l'abandonnera. Si elle est bonne, je peux vous assurer que ce qu'on fait à Midi-Pyrénées, on le fera dans le Nord ou on le fera en Bretagne. Hicham Belkacem. Et aux États-Unis. On le vendra aux États-Unis. Au moins. Hicham Belkacem, Temsamani, vous vouliez compléter? Oui, Monsieur Romaté a dit d'ailleurs beaucoup mieux que ce que je pourrais faire moi, beaucoup de choses que je voulais dire, mais il me reste encore 3 éléments à apporter à votre réflexion. Déjà, la question que vous posiez désespérément tout à l'heure, à plusieurs reprises, peut-être qu'elle aurait trouvé une réponse si nous avions un représentant de la CNAM autour de cette table. Et moi, je dois dire que souvent, les réunions auxquelles je participe en tant qu'acteur ou spectateur, je ne vois jamais un représentant de la CNAM, et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Voilà. La deuxième chose, c'est que quand moi, dans le cadre de mon travail de chef de marché santé chez Cisco, je vais rencontrer des gens des ARS ou des hôpitaux ou au ministère, quand on me dit modèle économique, je dis je ne peux pas. Je ne peux pas vous le proposer. Je peux vous pointer du doigt un certain nombre d'indicateurs de performance qui vont progresser, mais je ne peux pas. Ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que honnêtement, intellectuellement, vous dire que la e-santé économisera de l'argent, ce qu'a dit M. Romaté, non, c'est faux. On continuera, il faut qu'on s'attende tous à dépenser de plus en plus pour notre santé. Alors, par la solidarité, mais aussi en propre, parce qu'il y a de plus en plus de services qu'on va pouvoir consommer sur le plan individuel. Est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est du soin? J'espère que ça restera du domaine du confort, parce que moi aussi j'ai de la famille et je souhaite qu'ils soient traités de la meilleure façon possible. Donc la e-santé, la télésanté ne va pas apporter d'économie, elle va permettre d'absorber plus d'actes de soins, de traiter plus de gens à périmètre égal. Mais on continuera à dépenser en santé. Et moi, je dirais que tant que la mission de service public est remplie, c'est-à-dire que des gens vivent mieux le plus longtemps possible, moi, en tant que contribuable, ça ne me gêne pas de contribuer toujours davantage à un système de santé qui remplit sa mission. Et troisième, et j'en arrête là, un des freins que nous n'avons pas mentionné dans le développement de la télésanté, il y a des pilotes. Mais ce sont des pilotes sur des problématiques cliniques particulières ou sur un territoire particulier. Or, j'espère qu'il y a des médecins dans la salle et j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais la télémédecine, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir faire à distance, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, des actes de santé. Donc ça suppose que, du point de vue métier, qu'un protocole existe, admis et partagé et standardisé. Ce n'est pas un hasard si les 5 priorités aujourd'hui d'un programme régional de télémédecine sont la radiologie, on ne peut pas faire plus standardisé, l'AVC, il y a un protocole national de prise en charge de l'AVC dans sa phase aiguë, et c'est vrai pour chacune des autres priorités. Donc il y a aussi, au-delà des intérêts des corporations, qui sont vrais dans tout secteur industriel, il y a aussi peut-être un effort de standardisation des protocoles médicaux à mettre en place, et c'est quelque chose que nous ne voyons pas, nous, aujourd'hui, industriels. On n'a pas la CNAM autour de la table, mais on a quand même un payeur, même s'il n'est pas le payeur principal et qu'il accompagne la CNAM. Christophe Lapierre, votre sentiment, on a entendu beaucoup de choses quand même. Cette peur inflationniste des actes qui pourraient être déclenchés par de la télésanté ou télémédecine, lorsqu'on a un expert d'un côté, un généraliste de l'autre, ou bien une infirmière, un généraliste, voilà, vous avez peur. Est-ce que vous avez réellement peur de cette inflation d'actes qu'il y aurait à payer? D'un autre côté, on entend Jean-Jacques Romatek qui nous dit on va soigner mieux, peut-être un petit peu moins cher, donc ça c'est autre chose, mais Hicham Belkacem Temsamani nous dit non, ça ne coûtera pas forcément moins cher. Moi je voudrais un petit peu connaître un petit peu votre point de vue là-dessus. D'ailleurs, d'abord si la CNAM entendait que je parle avec elle, je pense qu'elle serait un peu étonnée.
Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je n'ai pas dit avec elle. Je dis, au moins vous êtes là, si la CNAM n'est pas autour de cette table. Oui. Non, c'est vrai. La mutualité a la particularité d'être à la fois effectivement payeur et aussi opérateur, parce que dans les régions, il y a on a un certain nombre de structures de soins que l'on fait fonctionner. Donc on a des problématiques aussi bien d'ailleurs dans des établissements MCO, SSR, HAD, soins à domicile, etc. Donc on a cette double particularité. C'est vrai que de toute façon, si on reste sur le terrain de l'assurance maladie, la problématique de la rémunération à l'acte, comme vous l'avez dit, de toute façon, on est sur des dépenses qui en général viennent en plus, parce que contrairement à des investissements, si on reste dans une logique industrielle, l'investissement en système d'information n'est pas un investissement de substitution dans notre domaine. Il s'ajoute. Il améliore le service, sans doute. En plus ou à la place de... En général, déjà, même dans la journée où on a eu un certain nombre de présentations, certains d'entre vous ici ont bien insisté sur le fait que les dispositifs qu'on mettait en place venaient en général déjà, pour commencer, en plus de ce qui existe. Au départ, mais il y a un amortissement derrière. Absolument. Non, mais on est dans une logique où il faut effectivement montrer et démontrer, encore une fois, qu'on est dans de l'investissement pour ensuite amortir, mais aussi on est sur des technologies qui en général permettent d'améliorer, donc d'offrir des services nouveaux, et sans doute, comme on parlait tout à l'heure d'universalité, on va aussi étendre les populations bénéficiaires. Donc il n'est pas sûr qu'au niveau macro, à la fin, on dépense moins. Donc la difficulté, c'est effectivement la logique industrielle qui consiste à dire, regardez, avec mon dispositif, je fais des économies, certes, mais à grande échelle, j'améliore le service, j'augmente les bénéficiaires, et c'est la vocation, encore une fois, de notre système. Hein. Et donc, au final, il n'est pas sûr que l'assurance maladie soit rassurée sur le fait qu'en introduisant un acte de télémédecine, on va réduire globalement les dépenses de santé. La logique, c'est pour ça que la dynamique télémédecine, c'est peut-être moins la problématique de l'acte que la problématique du forfait, notamment aussi parce que ces sujets, en général, inclut beaucoup des problématiques de partage et de coopération. Et je pense que dans notre système aujourd'hui, la rémunération, et c'est sans doute un des obstacles, hein, c'est notre système de rémunération est peut-être pas très très bon aujourd'hui pour financer la coopération professionnelle. Donc là, on rebondit sur les expérimentations des nouveaux modes de rémunération et un certain nombre de sujets comme ça qui sont aussi des points sur lesquels il va falloir qu'on travaille et qu'on se progresse pour permettre de faciliter la coopération et le fait que quand on est sur un professionnel qui sollicite un autre professionnel dans le cadre de la télémédecine, on sache rémunérer les deux. Et non pas, c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans ce type de dispositif, l'essentiel tourne autour de l'hôpital. Juste une toute dernière question, puis on fera circuler le micro ensuite. Hicham Belkacem Temsamani, dans un cri du cœur, nous dit « Moi, s'il y a un meilleur soin de santé, pour moi, pour mes parents ou pour d'autres, après tout, je suis prêt à payer plus. » Est-ce que vous imaginez, vous, en tant que mutuelle, que les personnes qui sont dans votre mutuelle, d'abord, seraient prêtes à cotiser un petit peu plus pour un meilleur suivi, ou après tout, vous avez envie de est-ce que vous avez grosso modo envie de lui répondre, écoutez, venez dans notre mutuelle, puis on montrera un petit peu le coût de la prestation, ou bien si vous êtes prêt à payer plus, payez-le directement. Alors là, on ouvre un autre débat qui est la problématique du reste à charge, la problématique de la capacité effectivement des mutuelles à introduire dans la garantie un certain nombre de dispositifs, ce qu'elles font déjà, certaines d'entre elles, mais avec, on le sait aujourd'hui, un début de choses qui commencent à s'installer dans le paysage de renonciation pour un certain nombre de populations fragiles à des complémentaires santé. Donc on a une marge de manœuvre relativement étroite sur notre capacité à dire écoutez, intégrons ces sujets-là, les dispositifs dans nos garanties. De toute façon, c'est le client final, si j'ose dire, qui paye. Parce que de toute façon, on est quand même aussi sur une logique de, encore une fois, même la partie mutualiste, est bien dans une logique de mutualisation. Donc il ne s'agit pas de dire, vous pouvez vous payer un tel dispositif, je le mets comme une option dans votre contrat et c'est terminé. On a une marge de manœuvre pour un certain nombre de populations pauvres qui ne pourront pas se payer ces dispositifs-là et qui se retrouveront une fois de plus à l'hôpital si on n'arrive pas à être dans une vraie logique de solidarité, de mutualisation. Donc c'est pas si simple. Alors très vite, réaction de Stéphane Gonnet qui voulait réagir. Effectivement, on dit ça coûte pas moins cher, ça coûte au moins autant, voire plus. Jean-Jacques Romatet, puis ensuite on ira voir de l'autre côté des Pyrénées en Catalogne comment justement peuvent être financés des dispositifs de télésanté. Stéphane Gonnet, tout d'abord, sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Alors, je suis ni défenseur ni pourfendeur du système américain ou du système français. De toute façon, je n'ai pas les compétences pour les juger. Après, justement, sur le côté efficacité, et notamment en termes de coûts, je pense qu'il y a de la e-santé qui est déjà déployée en France quand même. Je pense que récemment, il y a eu des décrets pour qu'il y ait des consultations sur la télécardiologie. Notamment pour faire justement sur les télérelèves de pacemaker. Donc ça, c'est des choses qui sont passées en France
tout simplement parce que c'est de la bonne gestion et que effectivement l'économie de coût elle était claire et nette, hein, en même temps qu'améliorer la qualité de vie du patient qui n'a pas besoin de se déplacer pour aller à l'hôpital pour faire un acte bénin. Et il y a un petit peu le même mouvement qui va se faire également sur tout ce qui est syndrome d'apnée du sommeil, où effectivement les équipements qui vont, les capteurs de pression qui vont être télérelevés, parce que bien souvent, ou dans certains cas, ils étaient en tout cas, je dirais, dans des placards, mais pour autant financés par la CNAM et sûrement par les mutuelles aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que la solidarité, et j'y adhère complètement, hein, par contre, on ne peut pas opposer non plus solidarité à une certaine bonne gestion ou à un pragmatisme économique. C'est deux choses qui sont quand même différentes. On ne peut pas opposer système américain ou système français après sur la gestion, je dirais, économique peut-être des coûts de santé. La notion de bonne gestion. Jean-Jacques Romata, et ensuite on écoutera Joanne Cornette. Je voudrais simplement rajouter une idée. Elle me paraît importante. L'e-santé est certainement un élément qui contribue, avec la politique que nous menons les uns et les autres, à améliorer l'autonomie de la personne. Ça, c'est notre souci à tous, notamment les malades chroniques ou même des personnes âgées. Il est très important que les personnes se prennent en charge le plus possible. Et je crois que par des outils et l'accompagnement et l'éducation et la formation qui sera faite avec, on peut permettre à des personnes de se prendre davantage en charge. C'est un enjeu majeur. Et ça, c'est un élément qui peut contribuer à faire en sorte que les personnes puissent vivre à la fois plus âgées et surtout mieux, puisque ça, c'est notre objectif à tous. Hein. Et l'obsession que nous avons tous de réduire les coûts, il faut toujours la mettre en perspective avec le fait que les personnes que nous soignons, nos concitoyens, vivent tous les ans 3 mois de plus que l'année passée. C'est-à-dire que nous gagnons tous 1 an tous les 4 ans. Donc cette année, tous les 4 ans, c'est pas rien. Il faut bien que ce soit tous les efforts du système qui contribuent. Ça a forcément un petit prix. Joanne Cornette, qui nous vient de Catalogne. Alors on est sur un modèle de santé assez différent quand même de ce qu'on peut connaître ici, où pour l'instant quasiment tout était payé par le système public de santé. Les médecins sont salariés du système public de santé. On voit là que depuis quelques jours, on demande 1 euro lorsque l'on va à la pharmacie, symbolique de la part du patient qui doit donner 7 euros, que ça a du mal à passer dans la population. Justement, dans un système où tout est payé, dans une situation économique qui est une situation difficile, comment est-ce que vous développez, parce que vous en développez beaucoup, des solutions de télésanté, et à l'arrivée, qui paye ces solutions chez vous? D'abord, merci de m'accueillir ici. Je suis ravi d'être à Castres encore une fois. Je me sens chez moi ici déjà. Et aussi de passer de ce débat si intéressant, si riche. Tout d'abord, une chose, je veux dire, pour répondre à la question. Je pense que le débat que nous faisons, c'est très important, mais il y a des choses qui clochent dans ça. Ce qui se passe vraiment, c'est que nous sommes dans une vraie révolution numérique. Que ça va changer le monde. Les change petit à petit, on ne se rend pas compte. Et on les voit dans des domaines différents dans l'industrie. Et cette révolution numérique, c'est une révolution qui, dans la santé et l'éducation, n'avance pas, avance des difficultés. Et on a toujours les modèles industriels. Un patient, l'hôpital, c'est comme une usine, non? On le répare et après, c'est chez lui. Même l'école, non? On a l'école, il y a les gens qui commencent l'école, c'est comme une usine, et après, c'est le marché. Ça, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il y a une question importante, la numérisation de la société, ça donne beaucoup de pouvoir à chaque personne. On ne va pas les donner, on les va prendre. Alors, ce ne sera pas une question de dire je suis gentil avec toi, je suis ton docteur, tu as mon pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Les gens prennent le pouvoir. Et ça les montre ce matin à la session de cardiologie. Hier, un docteur disait, non, hier c'était un chirurgien, que les patients viennent avec les pages web qu'a imprimé et dit écoutez, docteur, ça change le monde. J'ai ma page Doctissimo avec moi. Pardon? J'ai ma page Doctissimo avec moi, je sais ce dont j'ai besoin. Alors, ça veut dire que ça c'est le vrai débat. Le débat de fond, c'est comment les États, le gouvernement, le système de santé
on se place par rapport au numérique, dans tout l'ensemble des choses. Il s'arrange tout. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans ce contexte? Tout d'abord, c'est vrai que ce n'est pas évident, c'est difficile pour tout le monde, mais chez nous, c'est assez difficile. Mais dans les domaines que nous avons fait, c'est le suivant, c'est qu'il faut intégrer tout ce qui est numérique dans la santé. On ne peut pas travailler des piliers différents. On ne peut pas faire de la santé cardio, de la santé diabète, de la santé mentale. Il faut qu'il y ait une approche cohérente. Sinon, dans l'avenir, dans les patients, citoyens, il y aura 50 choses, c'est lui, c'est elle, c'est les sociaux, c'est les psychologues, c'est le télécardio. Ce n'est pas possible, ça. Et en plus, il ne faut pas oublier, à mon avis, c'est pas que c'est que c'est pas seulement qu'il faut des données qui puissent être envoyées, le problème c'est où on envoie ces données et qu'est-ce qui se passe avec ces données, des cardio, des diabètes, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel rôle a le docteur de famille, ou quel rôle a le spécialiste? Quel rôle a l'infirmière? Tout ça, il faut définir. Et ça, on ne peut pas le faire petit à petit, petite pièce. Il faut le faire d'ensemble. C'est une révolution, là, pour le coup. C'est une révolution. Écoutez, un exemple simple. J'ai pris une voiture pour venir ici à Castres, 5 heures, hein, c'est pas 5 heures, Barcelone ici. J'aime beaucoup, c'est magnifique, mais c'est 5 heures. Mais en tout cas, c'est des voitures qu'on m'a prêtées, une voiture qui est vraiment nouvelle, il y a 1000 km. Je ne connais rien de ces voitures, mais j'ai pris les voitures, il y a 5 minutes, je savais tout. Les voitures, comment ça marche, parce que c'est une technologie qui est déjà appliquée, qui est prouvée. Et je ne sais pas si c'est allemand, c'est français, c'est pas quoi, c'est fabriqué, c'est rien. C'est possible, c'est possible. Il est bon. Alors, non, mais c'est ça un peu, non? Alors, des débats. Un côté, débat organisationnel, comment aujourd'hui la société représentée par les autorités à niveau des gouvernements régional, national, on se place par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Et un débat technologique. Comment technologie, on s'applique. Sinon, ça ne va pas. Alors, brièvement, ce que nous sommes en train d'essayer de faire ça, c'est le suivant. C'est les dossiers médicaux personnels, électroniques. On ne peut pas dire que les gens ont des pouvoirs s'ils n'ont pas d'accès à ces données. Ce n'est pas un pouvoir. Avec mon compte bancaire, comme chez vous, je peux accéder à cette tablette, je peux savoir mon compte, où je suis, de rouge, pas rouge. Je peux faire des virements bancaires ici même. Je peux faire, avec cette tablette, je peux faire pour un voyage en Chine, je peux faire ça, des prix, tout ça. Je peux le Wikipédia, tout. Hein? Alors, pourquoi pas, je peux accéder à mes données personnelles à niveau santé? C'est mes données personnelles, c'est la mienne. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à présent, ça marche, on a seulement 200 000 personnes, c'est la première étape, où les citoyens peuvent entrer dans cette parmi Internet, peuvent voir les données des charges médicales, l'informe médical chaque fois que je vais au docteur, les médecines, hein, prescription, non? Vaccins et allergies. Première phase. Deuxième phase, c'est la suivante, c'est que nous souhaitons que les citoyens puissent placer dans cette plateforme des apps. Apps, ça veut dire comme apps. Des applications. Applications. Moi, je vais maigrir, je suis trop gros, enfin, comme ça. Dites pas ça non plus. Ça va, enfin, merci. Alors, une app qui m'aide à moi, qu'est-ce dois faire pour maigrir, que je dois manger ou pas manger, contrôler mon poids chaque jour avec un petit, non? Ou je suis une femme enceinte et je vais savoir ce qui se passe dans mon ventre dans les semaines 32, pourquoi pas. Et je peux savoir des conseils pour une femme enceinte. Ou il y a une maladie cardiologique, etc. Ou j'ai un problème, tout ça, des apps. Et deuxième chose aussi, c'est qu'on puisse, et ça c'est la question des chirurgiens avec les web, c'est qu'on peut recommander des webs. Aujourd'hui, on ne peut pas fixer, on peut pas dire c'est ça, on peut recommander seulement. Donc, recommander des sites en fait. Des sites web que moi, comme docteur, je pense que c'est bon que vous savez. Okay? C'est moi qui j'ai recommandé. C'est beaucoup mieux que le contraire. Non? Mais aussi, je peux faire le suivant, c'est que moi, avec l'administration publique, tous les documents que je dois gérer, soit à travers ce dossier médical. Non? Avec ça, c'est par rapport. Ça, c'est l'idée. Et qu'avec ça, on fait toute la télémédecine qui passe par là,
Et ça unifie toutes les données d'un côté, et ça facilite parce que je connais aussi, et l'auteur connaît aussi. Donc vous êtes en train, si j'ai bien compris, Joanne Cornette, de nous expliquer que si on redonne du pouvoir finalement au patient, à la personne, au malade, si on lui redonne de l'information, puisque l'information c'est le pouvoir à la base, si on lui redonne une plus grande responsabilité, si on lui redonne une plus grande économie, si on l'inclut véritablement, on lui donne toute sa place dans la chaîne de santé, pas simplement la place de patient passif, là on a un business model, où on a un autre modèle économique qui peut apparaître, où on a des économies, moins d'hospitalisation, moins de visites chez le médecin qui peuvent apparaître derrière. Je pense que oui, mais comme vous disiez, je suis d'accord avec ça, en santé, ce n'est pas facile de faire d'épargne. Toujours, on change, on épargne ici, mais on dépense là. Ce n'est pas évident qu'on va faire des grandes épargnes. Mais ce que c'est vrai, c'est qu'on peut prévenir des choses, on peut avoir de l'éducation personnelle. Et en même temps, le business model aussi, je n'ai pas tout dit encore, c'est que pour la télémédecine, nous pensons que le business model, c'est comme les autoroutes. Si j'utilise, je paye. Si je n'utilise pas, je ne paye pas. Soit que je paye comme citoyen, c'est le système de santé qui paye. Mais on n'envisage pas d'acheter des gadgets, non, c'est pas ça. Parce que les gadgets vont vieillir aussi, il faut changer. Alors on va faire un contrat avec Cisco, non, et qui dit, écoutez, pour chaque service, c'est combien? Alors à la fin de l'année ou chaque mois, on paye ça. Et dernière chose, pour finir ça, d'accord avec vous aussi, c'est qu'il y a une chose aussi importante qu'on ne tient pas compte, c'est la technologie mobile. L'avenir, c'est ça. Okay? Soit smartphones, soit tablettes, et ça, c'est facile. Je sais pas, j'étais ça il y a 3 ans, c'était une boîte sans instruction. Il n'y avait rien. C'était une boîte avec ça, tu enlèves ça et tu essayes, et à une demi-heure, tu sais comment ça marche. Alors, je pense que les mobiles, c'est une technologie qui est très puissante et que ça, je pense que l'avenir, ça passe pour ça. Et tout le monde a un mobile. Pas tout le monde a une PC, mais tout le monde a une mobile. Jean-Jacques Romatet voulait réagir à 2 choses quand même très importantes qu'apporte Joanne Cornette avec sa volonté de faire table rase et la révolution. Premièrement, une idée qui nous dit, après tout, c'est comme l'autoroute, si j'utilise, je paye. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on a peu parlé du patient depuis le début de cette table ronde, nous dit redonnons du pouvoir, de l'information, de la responsabilité au patient, redonnons-lui toute sa place dans la chaîne de santé, pas seulement une place passive, et à l'inverse, il nous rendra aussi quelque chose. Joanne Cornette a dit 2 choses. Il a dit qu'il faut d'abord penser le système globalement. Ça, c'est la première chose. Et en pensant le système globalement, on le pense en considérant que la personne est autonome et responsable. Et là, on voit apparaître effectivement la possibilité d'un modèle économique complémentaire qui fait que, moi, si effectivement je suis obsédé par mon poids ou un certain nombre de choses, j'accepterai à titre personnel de pouvoir payer sur ma petite machine ou de demander à ma mutuelle qu'elle m'envoie des conseils parce que dans un certain nombre de domaines. Ça ne coûtera pas cher, voilà. Il acceptera. Mais il faut pas exclure l'un et l'autre. Il faut à la fois la pensée globale qui permet de mettre en place un système qui permet de décider le dossier médical personnel, etc. C'est une pensée globale. C'est une action des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et peut se rajouter ensuite toute une série de décisions personnelles. Je voudrais changer 2 minutes complètement de champ pour dire qu'il y a des domaines où le numérique, la e-santé, d'une certaine façon, est déjà en train de révolutionner complètement les choses. Dans notre domaine, c'est celui de l'enseignement, et en particulier de l'enseignement de la médecine. Nous sommes en train de, tous, avec nos doyens, etc., de dire demain, aujourd'hui, il n'est plus admissible de faire un premier acte, jamais, sur un malade, quand on apprend. Plus jamais un premier acte sur un malade. Avant, c'était impossible. On apprenait la médecine sur les malades. Et il y a dans la salle des gens qui ont appris la médecine sur les malades. Bien, aujourd'hui, on est en train, grâce à tous ces outils, de faire parler les squelettes, de faire parler des vrais faux corps de malades. On est en train, par les Serious Games, de changer complètement l'apprentissage de la médecine, pas seulement de la médecine, de l'art militaire aussi. Et là, il n'est pas question de dire on ne va pas l'utiliser.
c'est un progrès gigantesque en matière d'enseignement. Christine Guerre, vous souhaitiez réagir, et puis ensuite Hicham Belkacem Temsamani. Oui, on a parlé de la place de l'usager. Alors, il peut y avoir effectivement des pistes en particulier sur la prévention, le dépistage précoce, où on peut rendre l'usager davantage acteur et qu'il puisse avoir intérêt effectivement à se protéger, à recourir à des dispositifs où l'e-santé pourrait apporter quelque chose. Ceci dit, quand on rentre dans le domaine du soin, là, il ne faut pas non plus aller trop loin, parce qu'on ne va pas aller trop loin non plus dans l'automédication. Et donc, nous, le dispositif, on le centre quand même beaucoup autour du médecin traitant. Quand vous dites qu'il faut qu'il faut penser la e-santé au niveau global, effectivement, au niveau global, par rapport à un système de santé qui en ce moment est encore assez hospitalo-centré, nous, la démarche, c'est de quand même repositionner le médecin traitant. Et donc, on est en train de mettre en place des dispositifs alors, vraiment de proximité, de coordination des professionnels de premier recours, le médecin traitant, l'infirmier libéral, le pharmacien, le dentiste, le kiné, etc., qui travaillent ensemble avec l'établissement de santé, bien sûr, de la zone, avec les maisons de retraite, et qui définissent des projets de santé. Et dans ces projets de santé, il y a une place très importante, effectivement, pour toutes les perspectives liées à la e-santé. Et donc, ce qu'exprime en premier comme besoin pour une meilleure prise en charge des patients les médecins traitants, c'est effectivement le partage d'informations, le DMP, la messagerie sécurisée dans un premier temps, mais surtout le DMP. Et il l'exprime avant même toutes les perspectives liées à la télémédecine. Mais lorsque Joanne Cornette nous dit de redonner du pouvoir et de l'information aux malades, où on peut avoir une marge de progression, d'après lui, assez importante, vous y croyez moyennement? On reste quand même sur des dispositifs, médecins traitants, pharmaciens, etc., une chaîne assez habituelle? Oui, je pense que c'est important que le patient soit davantage acteur de sa santé, hein, donc qu'il ait davantage accès à l'information. Ceci dit, quand on parle de business model, ça veut dire qu'il faut que le patient ait intérêt, intérêt finalement à acheter une prestation. En France, culturellement, avec notre système d'assurance maladie, les patients, ils sont quand même pas trop dans une démarche, peut-être que la mutualité aura un avis différent, mais de payer en plus. Ils ont l'impression de payer déjà beaucoup. Ce que nous dit Joanne Cornette, c'est plutôt payer en moins par une meilleure source d'information. Donc, ils ne seront pas forcément prêts à acheter une prestation pour financer le business model de la e-santé. Là, je raisonnais par rapport au business model. Moi, je suis d'accord avec Jean-Jacques Romaté de dire qu'à l'heure actuelle, une des difficultés du système, c'est que les acteurs du système de santé n'ont pas intérêt à agir, effectivement. Mais ceci dit, ils sont quand même demandeurs. Ils expriment un besoin parce qu'ils ont besoin de partager de l'information et ils ont besoin d'avoir le médecin généraliste, même s'il n'a pas forcément un intérêt économique, il a quand même envie d'avoir accès à l'expertise pour ses patients, pour une meilleure prise en charge. Nous, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a quand même une demande très forte des acteurs, même si ils n'y ont pas intérêt économiquement. Et donc maintenant, il faut quand même qu'on leur donne davantage l'intérêt économique pour vraiment dynamiser tous ces dispositifs. Hicham Belkacem et puis ensuite Joanne Cornette. Oui. Alors, je suis d'accord avec Madame en disant que la prise de pouvoir du patient dans le soin, c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps, qu'il faut encadrer, etc., etc. Mais je suis d'accord aussi avec monsieur quand il dit que si on ne donne pas le pouvoir, le patient va le prendre. Mais il va le prendre comment? Il va le prendre en transposant les comportements qu'il a de consommation du numérique dans sa vie de tous les jours, de travailler, d'apprendre, de se divertir, d'organiser sa vie sociale. Et bien ça va être transposé dans la santé. Et on le voit aujourd'hui très simplement derrière un phénomène qu'on appelle le BYOD, Bring Your Own Device. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus d'abord dans l'entreprise et maintenant à l'hôpital, où quand on séjourne dans un hôpital, on va apporter son iPad. Et on va demander à avoir un accès sur le Wi-Fi de l'hôpital pour faire la messagerie avec sa famille, envoyer des photos, et puis très vite, on va vouloir faire d'autres choses. Donc, un des défis qui se pose à un DSI d'un directeur d'hôpital, un DSI d'un hôpital, pardon, c'est est-ce que j'anticipe cette demande des patients qui va devenir de plus en plus forte, ou est-ce que je la subis, quitte
parfois un jour à m'exposer à avoir un accident de sécurité, par exemple. Donc, peut-être pas directement sur le processus de soins, mais par des usages mineurs qui vont passer par des comportements numériques qu'on a dans les autres facettes de notre vie. Vous êtes en train de nous dire, comme Joanne Cornette, que attention de ne pas mésestimer les changements culturels qui ont lieu dans la société. Ces changements culturels font partie du modèle économique de santé. Et je vais peut-être exprimer un avis qui n'est pas celui de Cisco, qui est tout à fait personnel. C'est peut-être aussi quelque chose qui va changer la donne, ce qu'on appelle la e-démocratie sanitaire. Quand le patient va devenir de plus en plus autonome, de plus en plus conscient, il va y avoir des réseaux sociaux de santé. C'est déjà le cas. Oui, mais des gens qui vont s'organiser, comme aujourd'hui nous avons des syndicats, comme on a des groupes de pression qui vont s'organiser et s'inscrire dans le jeu politique sur un territoire de santé pour exiger tel ou tel service, par exemple. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui va un peu lever certains leviers. Mais je voudrais juste dire quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui manque aussi dans notre réflexion. Vous m'y avez fait penser, monsieur, c'est dans une démarche globale, aujourd'hui, on pense la télésanté, la télémédecine, on pense sur des applications précises. Mais la télémédecine, c'est de la médecine. La télésanté, c'est de la santé. Et à partir de là, la télésanté et la télémédecine doivent se conjuguer dans les mêmes formes sous lesquelles la santé et la médecine existent aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut une télémédecine du travail, il faut une télémédecine scolaire, il faut une télémédecine universitaire, il faut une télémédecine hospitalière, il faut une télémédecine de ville. Et c'est tout cela qu'il faut appréhender dans un modèle économique. Et c'est peut-être aussi une des raisons qui font que c'est aussi compliqué. Vous rejoignez là les propos de Michel Puech, qui était dans cette même salle hier, qui était philosophe, sur le monde virtuel et le monde réel, qui aujourd'hui sont complètement mêlés. L'un alimente l'autre. Il nous a même dit aujourd'hui, le monde virtuel alimente plus le monde réel que l'inverse. Joanne Cornette, vous vouliez compléter? Brièvement, c'est que, pour être clair, c'est pas que quand on dit patient, c'est contre le docteur, c'est le contraire. C'est qu'aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, beaucoup des actes médicaux sont des actes routinaires, des routines. Ça, la technologie peut le faire. Ou des personnes auxiliaires qualifiées minimum, c'est suffisant. Ça, la révolution numérique aide aux professionnels de la santé à faire les choix difficiles, la partie plus complexe de la santé. C'est pour ça qu'ils ont fait l'université de ça, pas pour la routine des choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans cette ligne aussi, la question sociale, les réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose qui va éclater. Par exemple, vous avez aussi cette website Patients Like Me, à Barcelone, on a un forum clinique, où les patients ensemble, avec un docteur, c'est beaucoup mieux comme ça, un docteur qui surveille ça. Il y a 32 forums de maladies, de cancer, de cardiaque, de dépressifs aussi. Et les gens, c'est magnifique la façon qu'ils peuvent s'aider entre eux-mêmes. Parce que je suis diagnostiqué de cancer, par exemple, je suis déprimé, je vais à ce forum, mais écoute, t'en fais pas, moi c'était le même. Enfin, tout ça aide beaucoup. Et en plus, c'est ça que la qualité, enfin, je ne sais pas si en France, mais aux États-Unis, on a ces web qu'on met d'étoiles au docteur, non? C'est Jean-Jacques, et après j'ai fait un commentaire. C'est le TripAdvisor de la médecine, alors. Non, c'est type sympa, mais il n'est pas compétent. Au contraire, c'est très bien, mais c'est type difficile. Ouais, tout ça, on ne peut pas le freiner. Alors, c'est beaucoup mieux qu'on avance et qu'on a, par exemple, à l'université publique, des pages web où je puisse exprimer mon opinion, par exemple. Enfin, c'est ça que je veux dire, non? Mais je répète ici, parce que je ne vais pas faire de manichéisme, ce n'est pas que pour aller pour les patients, pas contre le docteur. Ce n'est pas ça, c'est loin de ça. Christophe Lapierre, un petit peu votre sentiment. Beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. D'abord, c'est comme l'autoroute. Si je prends, je paye. C'est quelque chose qui vous fait hérisser les poils du corps. C'est toujours pareil. Si on revient sur notre problématique de solidarité, universalité, peut-être, mais ceux qui ne peuvent pas payer passent par les routes de campagne. Donc, est-ce qu'ils vont passer par l'hôpital et les autres passeront par des dispositifs plus élaborés? Il faut qu'on y réfléchisse. C'est-à-dire que quand on est sur des logiques où, effectivement, on a tous des dispositifs, téléphone, smartphone, etc., on peut éventuellement imaginer, et puis je pense que le comportement des consommateurs que nous sommes tous fait évoluer les lignes, et sur certains services, peut-être qu'on sera prêt à payer, effectivement, pour personnaliser un suivi et ce genre de choses, pour s'acheter une application, etc. Et à ce moment-là, on ne demandera pas à sa mutuelle de la rembourser, pas forcément. Mais par contre, on est sur des différents modèles, faits sur différents types de télémédecine ou de télésanté. Là, on est sur des services où la technologie apporte un plus à l'individu,
seul. Donc là, il peut apprécier de prendre en charge ou pas. Après, s'il n'a pas les moyens de le faire, mais il a quand même, par exemple, un smartphone et qu'il est pris en charge et qu'on sait que ça va lui apporter quelque chose, on peut imaginer que là, une assurance maladie ou une complémentaire l'incite à le faire, ou d'ailleurs au premier rang, en général, ce serait plutôt des professionnels de santé. À ce moment-là, se pose la question de savoir si j'entre dans le champ de l'assurance maladie, enfin du financement collectif, finalement. Parce qu'on sait qu'au bout du compte, on y gagne tous. Donc on va être sur de la prévention, on va être sur de l'éducation thérapeutique, on va être sur du suivi effectivement à domicile et ce genre de choses. Et puis après, encore on pousse un cran plus loin, on revient plus dans les structures hospitalières ou les structures de coopération. Là, on est sur, je suis en train de financer cette fois la coopération entre des professionnels de santé. Et à ce moment-là, je reviens sur les débats, assurance maladie obligatoire, les actes, etc. Donc on voit bien qu'on a quand même plusieurs niveaux et plusieurs types. Et à chaque niveau, je pense, il y aura différents modèles. Donc il n'y a pas une télémédecine, il y a des télémédecines, des pratiques très différentes des médecines, et il y aura autant de modèles économiques à inventer derrière, à votre avis? Vraisemblablement, je ne vois pas comment on pourrait arriver à embrasser tout avec un seul type de financement. Ouais. Jean-Jacques Romatet, rapidement, et puis on terminera avant de laisser la parole au public pour poser des questions, avec Hicham Belkacem. Je voudrais que vous complétiez aussi là-dessus, sur toute cette difficulté qui est de dire qu'il n'y a pas une télémédecine, mais des télémédecines. Et est-ce qu'on va devoir inventer, je ne sais pas, 50 business models en fonction des pathologies, des territoires ou des appareils utilisés? Et comment est-ce qu'on va pouvoir penser cette complexité? Je crois que, comme l'a dit Jean Cornette, on est au début d'une révolution. Et au début d'une révolution, on a beaucoup de mal à imaginer tout ce que ça peut embrasser. On commence à le voir. Et on a beaucoup de mal à imaginer une progression géométrique. Ça, c'est toujours très difficile. Donc, moi, je préfère imaginer les évolutions arithmétiques à 2 ans. Géométriques à 5, c'est plus dur. Jeanne Cornette a une très belle expression là-dessus. C'est penser le chaos. C'est ça, Jeanne Cornette. Hicham Belkacem Temsamani pour clore cette table ronde, et puis ensuite on donnera la parole à la salle. Vous me permettrez sur 4 prises de parole environ de parler pour Cisco. Allez-y, un coup de pub. Je crois également que le paiement à l'usage est certainement le meilleur modèle technologique et économique pour distribuer le maximum de services à tout le monde de manière équitable dans l'accès à ces services-là. Mais je dirais que si on prend le modèle de l'autoroute, je paye quand je prends l'autoroute, et il faut l'autoroute. Il faut les infrastructures qui soient disponibles sur un territoire de manière homogène. Si on n'a pas cela, eh bien, le développement de ces nouveaux business models de télésanté sont simplement impossibles à imaginer. Les infrastructures existent aujourd'hui ou elles sont encore à construire ? Elles existent en partie aujourd'hui au niveau régional, avec des qualités de service peut-être améliorées dans certains cas, mais en tout cas, il n'y a pas de structure nationale qui organise tout ça. Il n'y a pas de réseau haut débit dans la santé qui permettent, parce que les régions, les territoires ne sont pas des îlots, ne sont pas des pays. Les gens déménagent, se déplacent, voyagent, etc. Et aujourd'hui, nous manquons cruellement d'un réseau national haut débit qui permette de mutualiser les moyens dans une coopération interrégionale et qui permette aussi d'aller le plus loin possible dans le discours de virtualisation pour partager avec le plus grand nombre des ressources d'infrastructures qui peuvent être mutualisées avec le plus grand nombre. Voilà, en tout cas, matière à réfléchir. Je vous propose qu'on consacre la dernière demi-heure justement aux questions. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses de dites. Qui doit payer, ARS, mutualité, CNAM ou autre? Quelle place pour le patient? Est-ce qu'il n'y a pas des sources d'économie ici? La télésanté coûte plus cher, moins cher? Le manque d'études, effectivement, le manque d'études précises sur la télésanté. Donc voilà. Autant de matière à question, beaucoup de doigts qui s'éveillent. Je commence par monsieur, puis j'arrive ensuite tout de suite vers vous. Il y a peut-être un deuxième micro que je peux faire circuler, qu'on va pouvoir faire circuler en même temps. Je vous demanderai simplement, quand vous posez une question, parce que je pense qu'il y a énormément de doigts, c'est normal qui se lèvent, de préciser un peu votre fonction, si vous êtes médecin ou autre, pour qu'on puisse mieux vous répondre, puis de faire des interventions un petit peu courtes, qu'on ait le temps justement de passer le micro au maximum de personnes. Monsieur. Merci. Ariel Gomez, Journal La Télécom, donc je suis journaliste. En fait, c'est plus une petite réflexion que je veux partager avec une question. Vous avez essayé avec beaucoup d'opiniâtreté d'avoir une réponse sur la question du ROI, donc de la santé. Retour sur investissement, on va traduire retour sur investissement, pardon. Je discute souvent avec les collectivités territoriales sur leur projet au débit, ce qu'ils vont faire avec. Et en fait, le problème pour eux, quand on parle d'économie et notamment de services, c'est de se dire
comment les NTIC vont les aider à limiter la montée des coûts exponentiels du maintien à domicile, de la dépendance et d'un certain nombre d'actes médicaux. Simplement limiter le coût, c'est même pas faire des économies. On sait que les coûts seront exponentiels dus au vieillissement de la population, en maladies chroniques et tout ce que l'on sait. C'est juste limiter, c'est de garder à ISO coût des fonctions équivalentes ou supérieures. Est-ce que quelqu'un veut compléter un petit peu ce qui s'est dit, Christine Gorer? Alors du coup, on va manquer de micro. Est-ce qu'il y en a un autre? Voilà. Je pense qu'effectivement, même si on fait des évaluations qui se veulent les plus rigoureuses possibles, on n'arrivera pas à mesurer tous les impacts et à avoir une certitude de l'impact en termes de coûts, à la hausse ou à la baisse, parce qu'on n'arrivera pas à mesurer toutes les variables et tous les biais, etc. Parce que quand on fait une expérience de télésanté avec une population dans un espace, il y a souvent des tas d'autres phénomènes qui évoluent. C'est tellement multifactoriel. Donc, on a évoqué, et beaucoup d'intervenants ont évoqué le fait qu'un des objectifs, c'est d'améliorer la qualité de prise en charge. Et ça peut être de la qualité de vie, ça peut être très justement qualitatif et pas toujours quantifiable. Alors on peut suivre après des indicateurs qui iront dans le sens d'économie, hein, comme moins d'hospitalisation ou moins de transport, etc. Mais on n'arrivera pas, je pense, à résoudre totalement l'équation. Donc on va avoir d'un côté effectivement un coût, parce que au lieu d'avoir une consultation en télémédecine, on a 2 professionnels, un de chaque côté, plus des infrastructures à amortir, etc. Donc on a un surcoût. Les éventuelles économies, on arrivera à en identifier certaines, mais pas toutes. Et puis après, il y a effectivement la qualité de prise en charge. Donc je suis d'accord pour dire que on fait l'hypothèse. Si on prend l'exemple du télé-AVC, l'objectif majeur, c'est une amélioration de la qualité de prise en charge. Voilà. Donc on n'a pas un objectif d'économie. Ça dépendra aussi des filières et des thématiques sur lesquelles on applique ce type de pratique. D'autres questions, d'autres remarques? S'il vous plaît. Je suis là. Coucou. Ah voilà. Oui, je suis le docteur Le Guen de Guyane, je suis chef de pôle et responsable d'unité de télémédecine depuis 10 ans. Donc je vais raconter une anecdote très rapide parce que ça montre bien que l'analyse médico-économique, comment on peut la regarder. 2 chiffres simplement au départ. Sur 10 ans, globalement 3500 téléconsultations sur le serveur. Et la totalité des budgets donnés de 2001 à 2010 sur la télémédecine, 1 700 000 €. Et il y a 1 an et demi, j'ai un responsable d'ARS qui fait le calcul devant moi en disant 1 700 000 divisé par 3500, et il me dit ça coûte cher, ça fait cher la téléconsultation. Et à ce moment-là, c'était juste au moment des arbitrages pour les missions d'intérêt général, bien sûr, et je m'attendais à ce que ma mission d'intérêt général soit abaissée. Et j'ai répondu en faisant un calcul des économies estimé sur 10 ans en coût de déplacement évité, en évacuation sanitaire évitée, en coût d'hospitalisation évité. Je ne savais pas du tout sur quel chiffre j'allais arriver, et je suis arrivé à 1 900 000 €. C'est une estimation. Donc ce que je ne veux pas dire, c'est qu'effectivement, un discours simpliste qui consisterait à dire on a gagné 200 000 €, 1,9 million, 1,7 million en faisant de la télémédecine. Non. Ce que je veux dire, c'est que globalement, je pense que on ne gagne pas d'argent en faisant la télémédecine, mais on n'en perd pas à partir du moment où il y a eu un vrai soin donné, parce que ces gens-là, s'il n'y avait pas eu la télémédecine, concrètement, ils n'auraient pas eu de soins. Donc pour moi, ce n'est pas une question de gagner ou de perdre de l'argent, c'est d'assurer une continuité territoriale, en l'occurrence en Guyane, d'assurer une continuité de soins pour un coût, parce que la santé, on le sait, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. 200 000 € même d'économie, c'est toujours pas négligeable. Quelqu'un veut compléter ou pas? Hicham Belkacem. Alors, tout d'abord, cher docteur, on ne se connaît pas, mais je suis assez ému après votre présentation parce que j'étais employé au début de ma carrière, il y a 18 ans maintenant, pour faire la première étude et installer le premier noyau du réseau de télémédecine en Guyane. Voilà.
Donc je suis heureux de vous écouter, de vous entendre. Ce que vous venez de dire là est porteur de beaucoup d'espoir, mais moi, quelque part, ça me désespère aussi un petit peu, l'état que vous avez décrit. Parce que les coûts que vous avez décrits, c'était les hypothèses de projection qui étaient présentées au CNES, à la région de Guyane, et c'était d'ailleurs fait en collaboration avec les hôpitaux de Toulouse à l'époque, dans la préétude. Et à cette époque-là, nos principaux défis, alors il y avait une cohésion du corps médical qui était extraordinaire, et le principal défi à cette époque-là, Internet n'existait pas, et encore moins en Guyane, c'était de trouver les solutions technologiques. Alors je vous passe le détail. Et aujourd'hui, nous avons une situation un peu inversée. On est toujours dans l'immobilisme, où la technologie n'est plus du tout le sujet, et où la décision d'investissement des autorités régionales, les autorités qui sont décisionnaires dans ce genre de dossier, n'arrivent pas. Alors j'adhère totalement à votre calcul. Une évacuation sanitaire, c'est 15 000 francs, donc 2 000 € à peu près. Il suffit de démontrer qu'on en évite, je ne sais pas, 50, 60 sur une année, et ça donne déjà un modèle économique sur lequel on peut baser un investissement. Mais ça n'arrive pas aujourd'hui. D'autres remarques, d'autres questions, monsieur? Bonjour, Laurent Coussira, fondateur du Mood Institute. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez en termes d'approche globale, en fait, on est une initiative de patients et on a mis en place des services qui permettent aux patients de se suivre. Et dans la réflexion sur les business models, justement, on a été confronté au fait de savoir qui devait payer, est-ce que le patient devait payer ou pas. Et on a plutôt l'impression, de ce qu'on voit de notre point de vue, que finalement, s'il y a une approche globale, l'approche globale doit être approche globale de la santé, mais aussi que peut-être tout le monde doit un peu contribuer et payer, à savoir que finalement, quand le patient paye un peu, il s'implique aussi, c'est aussi un facteur d'implication, et finalement chacun doit peut-être assumer sa partie dans le financement et dans le mode de fonctionnement global. J'aimerais juste savoir ce que vous en pensez en termes d'approche globale aussi. Hicham Belkacem. Alors, oui, j'adhère totalement à ce que vous dites, mais pour que ce soit possible, alors il y a déjà ce que la solidarité peut payer, c'est la première chose, et puis ce qu'on peut consommer soi-même. Mais on est à périmètre égal, parce que le revenu d'un individu ne va pas grossir de la même façon ou autant qu'on le souhaiterait. Donc une des conditions dans l'approche globale pour que ce soit possible, c'est que pour qu'on puisse augmenter les coûts de santé d'un côté, il faut qu'on diminue d'autres coûts, et notamment le prix de ces charmants appareils qui vont nous permettre d'utiliser. Donc en fait, il y a un transfert aussi, il n'y a pas qu'un transfert de l'hôpital à la ville puis au domicile à faire, il y a aussi un transfert des coûts que nous avons à assumer dans notre vie quotidienne. Si la santé devient plus importante, il faut, dans l'approche globale, organiser un modèle économique qui permet de dégager du pouvoir d'achat supplémentaire qui peut être consacré à la santé en faisant baisser les technologies qui permettent d'y accéder. Christophe Lapierre, peut-être? Non, moi, ce que vous dites fait écho à ce que j'entendais aussi ce matin quand vous interrogiez un représentant de patients sur une expérimentation dans les pharmacies, et en lui demandant s'il était prêt effectivement à financer. Et sa réaction était assez rapide et immédiate en disant précisément le reste à charge est déjà suffisamment élevé, on a beaucoup de mal, et donc on est, oui, forcément responsabilisé quand on paye, mais on n'est pas forcément prêt non plus à prendre en charge des choses un peu coûteuses que l'on peut considérer à juste titre que la solidarité doit porter. Donc voilà, débat assez compliqué. L'appréciation, je pense qu'elle dépend, à mon avis, de la situation dans laquelle vous vous trouvez et le niveau de service que vous attendez. Effectivement, quand on est un malade chronique et qu'on a devant soi des dépenses un peu lourdes et en même temps dont on sait le bénéfice qu'on peut en tirer, on n'est pas du tout dans le fait d'avoir un smartphone et d'y mettre une application pour suivre, pour savoir si je maigris ou pas. Donc on n'est pas dans les mêmes registres. Oui, il y aura plusieurs façons d'aborder le sujet et de payer, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire. Malheureusement, la solution n'est pas simple, pas toute facile, mais selon qu'on est consommateur, qu'on choisit finalement le mode de ce que l'on peut s'ajouter comme service parce qu'on en a les moyens, et selon que l'on est dans une prise en charge avec un parcours de santé au sens large, où là on a quand même besoin d'un financement qui peut dépasser ses propres moyens. Donc il faut... Christine Ungerer, vous voulez compléter là-dessus? Tout simplement, moi, il me semble qu'il faut arriver à faire reconnaître que toutes les technologies de l'e-santé, c'est un moyen de délivrance des soins, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait
après, il faut savoir qu'est-ce qu'on paye et à quel niveau on le paye en fonction des charges que ça représente, des mobilisations des ressources humaines, etc. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un modèle de financement différent. Enfin, c'est du soin. Donc, moi, je verrais bien le financement assurance maladie, mutuelle, et puis éventuellement, comme pour tout autre soin, un reste à charge modeste pour l'assuré. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait financé que par le patient ou que par le mutuel. Voilà, il faut que ça rentre dans le dispositif de droit commun. Après, la question, c'est à quel niveau. Et puis alors après, est-ce que ça s'impute sur la médecine de ville, sur les tarifs hospitaliers? Enfin, après, tout ça, ça devient un peu compliqué, quoi. Autre question, un observateur de la télésanté depuis des années. Oui, Pierre Traîneau, directeur général du CATEL, un réseau national de compétences en télésanté. Juste un commentaire, parce que je partage la plupart de tout ce qui a été dit, mais pour que ce soit intéressant, je vais dire sur 2 points, là où je suis un petit peu moins d'accord. C'est sur la partie comparaison à l'international, comparaison entre la France, ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'international. Comme il nous manque des données objectives, finalement, à chaque fois qu'on fait un commentaire là-dessus, eh bien, c'est plutôt notre tempérament, selon qu'on voit le verre à moitié plein, soit qu'on voit le verre à moitié vide, qui parle. Mais force est de constater que quand on se déplace à l'international, et là j'ai 2 exemples en tête, on s'est déplacé récemment avec le CATEL, avec 20 organisations à l'ATA, l'Association américaine de télémédecine, et les débats ont porté principalement sur 2 choses, les questions organisationnelles et les questions économiques. Donc on n'a pas forcément à s'autoflageller avec des absences de réponses sur les modèles économiques à venir. Donc il faut probablement poursuivre l'examen finalement des comparaisons peut-être entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'international. Mais un deuxième exemple sur ce sujet-là, c'est que nous participons à un projet qui s'appelle Momentum et qui réunit 21 partenaires au niveau européen. Et on en discutait, puisque Joanne Cornette y participe également. Et après 2 jours d'échanges entre les 21 partenaires européens, on a fait aussi le constat qu'on était face aux mêmes problématiques. Et si maintenant je viens sur le deuxième point, qui est le point national, où effectivement en France, d'un certain côté, on n'a pas à rougir, puisqu'il y a effectivement la télémédecine est rentrée dans la loi, l'Ordre des médecins s'est bien prononcé, soutient et encourage la télémédecine d'un point de vue déontologique. D'un point de vue industriel, les industriels sont quand même relativement présents sur des offres technico-commerciales prêtes. Ça n'était pas le cas il y a 5 ans. Ne serait-ce que 5 ans, ça n'était pas encore le cas. Aujourd'hui, en termes d'équipement, en termes des services, c'est plutôt intéressant. Mais qu'est-ce qui manque alors? Il manque évidemment sur les questions organisationnelles et sur les questions économiques des avancées. Et là, j'ai quelques propositions comme ça de besoins recensés à vous soumettre. C'est peut-être premièrement faire de la pédagogie sur ce qui existe. Parce qu'aujourd'hui, il y a 300 projets de télémédecine que nous avions recensés il y a déjà quelques années. La DGOS a poursuit, et c'est pour ça que je parle de la DGOS, c'est le ministère de la Santé, et qui a dit sur ces 300, il y a 80 projets qui sont opérationnels. Sur les 80 opérationnels, on ne sait pas tout à fait lesquels ont un vrai modèle économique. En tout cas, ils sont opérationnels. Ce qu'on peut savoir déjà, c'est qu'il y en a un certain nombre qui tiennent depuis 10 ans. S'ils tiennent depuis 10 ans, c'est que forcément, ils ont un financement. Et le problème n'est donc pas qu'il n'y ait pas de financement de la télémédecine, c'est que probablement il y a trop de modèles, il y a trop de cas particuliers. À chaque fois, c'est empirique, à chaque fois, c'est selon les territoires, selon les régions, c'est local, c'est selon la spécialité médicale, etc. Et donc, l'idée, c'est de probablement faire de la pédagogie sur ce qui existe en matière de projets financés économiquement, parce qu'il y a des financements à l'acte, financement au forfait, financement de l'activité télémédecine. Vous l'avez signalé, l'assurance maladie qui n'est pas présente, et on essaye de faire en sorte qu'il soit plus présent pour faire de la pédagogie autour de ça, on comprend leur prudence, mais ils devraient venir participer et travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison de créer de nouveaux actes, hein. Il n'y a pas forcément raison d'être extrêmement prudent, parce que ça a été dit, la télémédecine c'est de la médecine, et donc les actes peuvent être rémunérés. Il y a pas mal de projets de télémédecine qui aujourd'hui déjà rémunèrent des actes médicaux. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire quand est-ce qu'on aura des référentiels, et la Haute Autorité en Santé y travaille, hein, dès septembre 2012, on aura des référentiels pour évaluer de façon médico-économique les projets. Quand est-ce qu'on aura des soutiens peut-être à des études médico-économiques, hein, parce que c'est ce matin, c'est vous, je crois, hein, en tant qu'industriel, qui disait je paye moi-même mon étude médico-économique. Et en disant mais c'est extrêmement lourd, je dois payer mes études médico-économiques. Donc ça m'intéresse que vous régissiez là-dessus, c'est-à-dire que ce sont les industriels qui sont obligés de payer les études médico-économiques. Et puis par ailleurs, juste, j'en termine, j'étais long,
On a fait une étude concernant les soutiens à la recherche publique. On s'aperçoit que s'il y a un verrou technologique, la recherche est financée et soutenue. Si vous parlez d'un verrou organisationnel ou un verrou lié aux sciences humaines et sociales, genre verrou économique, pour justement faire des recherches sur ces nouvelles organisations, eh bien là, vous n'avez pas de financement. Donc là, il y a vraiment probablement que les pouvoirs publics ont un travail à faire pour mieux financer ces explorations vers la révolution que décrit bien Joanne Cornet et que je partage tout à fait. On n'est pas au bout du bout devant ce qui va arriver et la place de plus en plus importante des patients dans ce domaine-là. Joanne Cornet, justement. Merci, tout à fait d'accord. Je pense que c'est une vision que je partage totalement. Je pense que vous aussi et moi, je dis en Suède il y a quelques semaines, ou 15 jours, j'étais en Suède, j'étais en Suisse, j'étais à Copenhague, j'étais à Dubaï. Enfin, c'est une vie assez agitée. Mais partout, c'est le même problème. Partout, ce n'est pas un problème français, c'est un problème du monde en soi-même. Alors, ce que je suggère ici dans cette santé à Castres, c'est qu'il faut renforcer la coopération entre nous. Parce que c'est incroyable que chaque petit endroit, il y a des gens qui font des choses qu'on ne connaît pas. Et que si on pourrait être ensemble, on pourrait s'aider à avancer ensemble. Alors il y a, je pense, une crise, enfin une façon, je ne sais pas pourquoi, chacun dans son côté, chez nous aussi, ce n'est pas la fin, c'est tous, on a des petits projets qui sont petits projets finalement, et que jamais vont aboutir quelque chose parce qu'il faut des grands projets. Alors il faut, je pense qu'Atel est bien placé parce que vous faites un travail extraordinaire en France, comment on pourrait véhiculiser, articuler, vertébrer la coopération des projets et surtout des données qu'on a. Chaque fois, il y a, ce matin avec les cardio, c'était intéressant, très intéressant, mais où sont ces données d'évidence? Ça reste dans ce qu'ils ont. Alors, il faut quelqu'un qui puisse avoir cette évidence, mais en tout cas, bref, c'est qu'il faut établir des mécanismes de coopération comme on fait déjà et santé et nous, mais ça c'est plus large pour nous aider. Christine Ungerer, peut-être une réaction là-dessus. Pierre Traîneau nous dit entre autres, vous dites on manque d'études fiables, on manque de comparaison, mais c'est aussi aux industriels de financer leurs études et leurs évaluations derrière. Peut-être qu'on finance beaucoup de recherches très technologiques et pas assez de recherche sociétale et de recherche sur des modèles économiques. C'est vrai que nous, pour l'instant, on ne travaille pas encore énormément avec les industriels. Il y en a plein dans la salle, je suis sûr qu'ils seront heureux de vous recevoir derrière. Oui, mais parce qu'en fait, on a comme un opérateur, le groupement de coopération sanitaire, donc l'équipe du professeur Larin, qui a beaucoup travaillé quand même sur l'organisationnel et sur le déploiement d'infrastructures. Donc ça c'est financé, mais c'est financé, je dirais, de manière globale. On ne peut pas dire qu'on est sur un modèle médico-économique. Mais bon, il y a quand même eu des aides attribuées à ce niveau-là, et donc qui apportent un concours quand même important pour l'organisation. Mais comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, en Midi-Pyrénées, sur toutes les expériences, il y a quand même pas mal d'expériences de télémédecine qui fonctionnent, mais l'acte intellectuel, c'est-à-dire la prestation d'expertise apportée par le médecin qui est consulté, n'est jamais financé. Tout à l'heure, je parlais un peu de bénévolat, c'est-à-dire si c'est un médecin hospitalier, ben voilà, ça rentre dans les charges de l'hôpital. Et les quelques médecins libéraux qui participent à des expériences télémédecine, téléconsultation, et pareil, ils le font par intérêt personnel. Donc, on a financé les infrastructures. Bon, c'est pas parfait, mais on a financé les infrastructures qui sont d'ailleurs très sous-utilisées. On a quand même, globalement, en finançant le groupement de coopération sanitaire télésanté, pas mal financé un accompagnement organisationnel. Mais ce qu'on n'a pas du tout, et je pense que le défi du modèle économique qu'il faut mettre en place, c'est reconnaître le fait qu'il faut financer cette prestation intellectuelle apportée par l'expert et à financer peut-être aussi la surcharge de travail pour le demandeur, parce que tous ceux qui demandent une téléconsultation, une téléexpertise, ils nous disent bien que c'est des dossiers qui se préparent. Une téléconsultation, il faut quand même la préparer avec son patient, ça ne s'improvise pas en 5 minutes. Donc si c'est un médecin généraliste, ça lui demande aussi un surcroît de travail. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à tester, avec l'idée, quand on arrivera à convaincre la CNAM, c'est de l'inscrire dans la nomenclature des actes et qu'après ça puisse être facturé
par un établissement de santé, dans le cadre des consultations, par exemple externes, enfin, ou par un professionnel de santé. Mais Christine Ungerer, sur l'aspect, quand même, je repose ma question, sur l'aspect évaluation, vous dites on manque d'instruments chiffrés, d'études chiffrées bien ficelées sur les évaluations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie à revoir là-dessus? Moins investir en techno, plus investir en ce que disait Pierre Traîneau tout à l'heure, en évaluation sociétale et économique de la e-santé. Oui, effectivement, mais il faut le faire sur la base de projets précis, effectivement. Enfin, je veux dire, nous, on est quand même en train de démarrer le déploiement de projets, donc je disais qu'on va on va expérimenter à partir de la fin de l'année des modèles médico-économiques. Alors, il y a plein de doigts qui se lèvent à côté de vous. Celui d'un industriel, tout d'abord. Effectivement, on dit c'est aux industriels d'évaluer eux-mêmes, alors que les pouvoirs publics nous disent on manque d'évaluation. Alors, pour être dans le travail de partenariat avec les ARS et les professionnels de santé, chez Cisco, ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on va monter un consortium pour répondre à un appel d'offres de télémédecine ou de télésanté, c'est une démarche toute nouvelle que nous sommes en train de tester, c'est d'inscrire dès le départ dans notre proposition de valeur d'inscrire un lot de travail, un groupe de travail d'évaluation médico-économique du projet, dès sa mise en place, dès son déploiement, avec une prospective suffisante de 1 an ou 2 ans pour qu'à l'issue de cette période d'expérimentation, on puisse avoir des données factuelles et définies dès le départ avec l'autorité de santé qui vont pouvoir nous permettre de mesurer à terme les avantages tant cliniques qu'économiques d'un projet qui est déployé aujourd'hui. Parce que les résultats que nous avons aujourd'hui, on l'entend tous, sont des projets limités en termes de cohorte ou de temps ou sur des territoires. Les appels d'offres qui sont aujourd'hui, que ce soit de la téléradiologie ou de l'AVC ou de la santé des détenus, etc., eh bien, il s'agit de les accompagner, de faire cette évaluation économique dès le départ, comme la conduite du changement sur toute la durée du projet et ensuite dans son utilisation. Qui voulait réagir à côté? Jean-Jacques Romatet, puis Christophe Lapierre. Juste un mot sur l'action que va mener le Centre national de référence, pour être très concret. Sur ce point-là, c'est d'aller rencontrer les pouvoirs publics pour leur dire, bien sûr, on peut faire les expérimentations sur le terrain avec les industriels, etc. Bien sûr, on peut répondre aux appels à projets successifs, mais à ce stade, dans un pays comme le nôtre, qui est extrêmement administré, nous avons besoin d'un cadre d'expérimentation, je dirais, qui nous permette d'évoluer. Je dirais un peu comme dans le sport, on a besoin de connaître la taille du terrain, on a besoin de connaître la forme du ballon. Alors on peut inventer le terrain, on peut inventer le ballon, mais je pense qu'à un certain moment, et je pense que ce moment, il est là, on sait que des choses sont possibles, et je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on ne laisse pas, par exemple, toutes les ARS complètement seules à prendre chacune une initiative indépendante dans une région et dans une autre. Nous sommes un pays qui reste très, très jacobin. Il n'y a pas beaucoup d'exemples où on a tout réussi à faire monter du terrain, sauf une chose. Et je voudrais en dire un mot, parce que c'est à peu près la première fois que nous avons, dans le cadre de la loi HPST, une initiative qui n'est pas jacobine. Qui est toulousaine, je suis sûr. Non, elle n'est pas toulousaine, elle est girondine, par opposition à jacobine, qui est la suivante. Et elle a un lien avec le sujet. C'est que, depuis cette loi, on peut faire évoluer le cadre de travail des professionnels de santé. C'est-à-dire on peut faire évoluer le travail de l'infirmière, etc., à partir des expériences locales. C'est-à-dire si au niveau local, on réfléchit sur la façon de faire mieux travailler un orthoptiste, etc., en lien avec l'ophtalmologue, et il y en a des brillants dans la salle, si nous obtenons l'accord de l'Agence régionale de santé et que la haute autorité en santé donne sa bénédiction, ça veut dire que cette solution toulousaine, elle deviendra nationale. Ça, c'est une révolution, qu'en France, on ait accepté de rendre nationale une expérience locale qui aura été généralisée. Alors, dans le domaine, je dirais, des grandes expériences de suivi, par exemple, des malades chroniques, je dis, il ne faut pas attendre que tous les acteurs réinventent la roue. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir réfléchir avec l'assurance maladie, avec nos ministères, sur le cadre, c'est-à-dire on fixe un peu les règles du jeu. Il ne faut pas passer encore des colloques entiers à parler de l'évaluation. Ça a été fait encore récemment à Paris. Il y a un moment donné, il faut dire l'évaluation qu'on demandera pour
regarder que la solution A, elle est aussi bonne que la solution B ou un peu meilleure, c'est dans tel cadre. Et je pense que le moment est venu, il faut que les pouvoirs publics nous aident à clarifier le cadre dans lequel on fera les expérimentations à grande échelle. Et dans ce domaine-là, et j'en termine, il faut qu'il y ait des pilotes, et des pilotes structurants. C'est-à-dire pas uniquement une personne qui prend l'initiative dans son coin, parce que c'est une réponse complexe que nous avons besoin de donner. La réponse, elle sera d'un CHU avec l'URPS, sous le regard de l'Agence régionale de santé, mais c'est de la complexité qu'il faut mettre en œuvre. Donc on nous aide à créer le cadre dans lequel on fera nos expérimentations. Faire confiance à des expérimentations valables hors du périphérique. Oui, non, juste pour ajouter effectivement sur l'évaluation, que nous aussi on paye et on fait aussi nos évaluations. Et je pense que quand on essaie de mettre en place des outils de télésanté ou de télémédecine, on souhaite aussi inclure, ce que vous disiez, mais d'entrée de jeu, un dispositif d'évaluation. Donc je ne suis pas choqué que les industriels le fassent de leur côté. Ce que je trouve intéressant, c'est, je voulais le signaler puisque ça se passe ici, c'est pour ça d'ailleurs que nous, ça nous intéresse de monter sur ce qui est en train de se créer ici autour du projet Platine, hein, qui consistera à monter effectivement une structure où il y aura de l'évaluation, mais en associant des payeurs comme nous avec des industriels justement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas uniquement être de notre côté où on a notre évaluation avec notre approche peut-être un peu trop institutionnelle ou marquée de toute façon forcément, mais c'est de travailler sur une logique où on va mixer les points de vue et on va travailler en intégrant les problématiques et les approches industrielles et voir comment on intègre ça à notre modèle. Donc ça, Platine, pour ça, nous intéresse beaucoup. Alors, on a le temps pour 2 ou 3 questions encore, ici, puis ensuite on montrera le micro là-bas. Monsieur, on vous écoute. Bon, rapidement. Pierre Aigrier, association Les Web du Gévaudan, de promotion de l'Internet très haut débit en Lozère. C'est une association que j'ai créée en revenant dans mon petit village de Lozère après 40 ans de Paris, il y a 12 ans, en 2000. Et ma réflexion a été de me dire, j'aimerais que mes petits-enfants puissent vivre un jour chez moi, en Lozère. Et c'est possible, parce que l'économie de la connaissance est la seule dont la matière première, l'information, est potentiellement disponible n'importe où. Je fais court et je pense que la santé est le point d'entrée idéal pour pousser les politiques, parce que c'est un problème politique, à mettre du très haut débit dans les zones rurales, pour une raison très simple. Plus les services physiques sont éloignés, plus les services électroniques doivent être de top qualité. Et aujourd'hui, à l'inverse de ce que prévoit le plan national très haut débit, je préconise que l'on commence à mettre du très haut débit dans les zones rurales. C'est aussi simple que ça à dire, c'est un peu plus compliqué à faire. Maintenant, si on prend le cas de la télémédecine et des échanges, monsieur Hicham Belkacem, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait faire un effort de standardisation des protocoles médicaux. Je crois qu'il faut aussi faire un effort de standardisation des supports de transport d'informations, c'est-à-dire de l'Internet très haut débit. Ça me paraît complètement évident, d'autant plus que, à mon avis, les échanges globaux sur Internet doublent tous les 18 mois, et donc la tuyauterie a besoin de grossir de plus en plus. Et puis surtout, en ce qui concerne les échanges médicaux, si j'ai bien compris, il faut qu'ils soient sécurisés, symétriques et instantanés, dans la plupart des cas. Je crois beaucoup, pour ce qui me concerne, à la téléprésence. Pour moi, la téléprésence transformera la télémédecine. Nous sommes au tout début de cette révolution numérique. J'arrête là simplement pour dire, actuellement, nous avons un problème politique. Pour titiller les politiques, de créer un aménageur public général, qui est un conglomérat dans lequel il y aurait France Télécom Réseau, des opérateurs privés, des collectivités, faire une loi de péréquation et trouver de l'argent. Mais de l'argent, il y en a, puisque le taux d'épargne en France actuellement est de 17%. C'est du jamais vu depuis 1983. Merci de m'avoir écouté, parce que j'étais peut-être un peu en dehors du sujet quelque part. Ah, je suis sûr que vous avez fait plaisir à notre ami de chez Cisco, là. J'assure l'assistance que monsieur et moi, nous ne connaissons pas. La question n'était pas prévue au départ. Voilà. Donc, c'est vrai, monsieur, que le développement du réseau haut débit dans les territoires, et particulièrement dans les territoires qui sont en train de devenir des déserts médicaux, est une condition essentielle. C'est une condition nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante pour un service de qualité de santé. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a fait à distance
on a transposé à distance ce fameux colloque singulier entre le médecin et le patient, et qui est un diagnostic posé avec une démarche thérapeutique qui est posée. Le reste, au risque de choquer tous les professionnels de santé, ce n'est que de la logistique. Il faut faire arriver les médicaments, éventuellement rapatrier le patient, envoyer des professionnels de santé. Donc c'est tout cela qu'il faut faire derrière. Et juste une idée en passant, pour venir enrichir le débat sur le modèle économique, de mettre du haut débit pour désenclaver des régions pour apporter de l'expertise médicale, peut-être qu'effectivement, à terme, il y aura un effet bénéfique à long terme, c'est-à-dire qu'en permettant l'accès à la connaissance dans ces territoires isolés, on va à nouveau encourager des professionnels de santé à venir s'installer parce qu'ils auront accès à la connaissance. Et on créera aussi des économies locales pour faire cette logistique de la santé locale qui a été commandée par rapport à une décision de traitement qui a été faite à distance. Stéphane Gonnet, rapidement, et ensuite les 2 dernières questions pour clore cette session. Oui, par rapport à ça et par rapport à la problématique du haut débit ou du très haut débit, c'est vrai que ça va être quelque chose de très nécessaire sûrement pour tout ce qui est téléconsultation. Par contre, c'est vrai que nous, l'expérience qu'on a, c'est que pour faire de la télésurveillance, une bonne vieille ligne téléphonique sur laquelle on ne peut plus du tout surfer maintenant suffit amplement. Mais c'est un autre pan de la e-santé. Monsieur, rapidement, puis ensuite une dernière question de Bruno Salg. Très rapidement, Jean-Louis Freins, on s'est retourné vers moi tout à l'heure. Donc, moi, je représente le monde des prestataires de santé à domicile. Donc, on prend en charge beaucoup de personnes à domicile en les équipant avec des systèmes de haute technologie. Je dirige la SADIR en Midi-Pyrénées avec le professeur Léofonte. On prend 8000 patients à domicile et depuis une dizaine d'années, on est très investi sur l'e-santé. Donc on a fait beaucoup d'études, entre autres des études de coaching téléphonique qui ont montré que sur la prévention, on avait des différences significatives entre les gens qui étaient suivis par téléphone avec des professionnels de santé et ceux qui ne l'étaient pas. On va démarrer une étude de suivi de greffe à domicile pour éviter l'hospitalisation des gens et mieux suivre les greffés pulmonaires. On a aussi une étude en cours qui va démarrer pneumocardio, une étude sur l'actimétrie qui permet aux malades chroniques de bouger à domicile et de les aider. Moi, je voulais faire 2 remarques. La première, c'est que je confirme. On est une PME, bon, on aura une taille nationale dans peu de temps, mais on n'a pas le temps d'aller chercher des financements avec des énormes dossiers comme ça. Donc on s'autofinance avec le professeur Léofonte, ce qui nous a coûté beaucoup d'argent ces dernières années. Le deuxième regret que j'ai, c'est que nous ne sommes pas dans le champ de l'ARS, sauf pour la délivrance de l'oxygène, et que quand on porte ces projets, on est payeur, et on n'est pas reçu à l'ARS parce qu'on fait partie des industriels et que, madame, bien sûr, ce n'est absolument pas une critique, c'est un constat, bien sûr, et que je me dis quelque part, quelle injustice. Et après, je remercie M. Romaté qui permet en effet qu'on mène ces expérimentations avec le centre e-santé et Platine, parce qu'en effet, si on fait faire des économies de santé, on va peut-être moins remplir ces lits. Et là, il faut vraiment qu'on ait un raisonnement global et comme vous le disiez tout à l'heure, une vue un peu globale des choses, parce que sinon, tout s'arrête. Merci. Christine Ungerer, le sentiment de faire beaucoup d'efforts, de mettre beaucoup d'énergie et un sentiment d'injustice derrière. Je ne suis pas frustré à ce point-là quand même. Non, mais on entend des choses. Christine Ungerer. Bon, il faudra qu'on se revoie alors. Hein. Allez, dernière intervention, Bruno Salg. Dernière intervention de cet atelier. Moi, je voudrais revenir sur la notion d'évaluation. Je me pose en position de professeur, là. Et je le dis, je le répète, je passe en position de professeur. L'évaluation, c'est des méthodes qui sont très anciennes. Dans les années 80, en France, ça s'appelait la rationalisation des choix budgétaires. En anglais, ça s'appelait PBBS. Qu'est-ce que ça veut dire faire des rationalisations des choix budgétaires? C'est fixer des normes de production. Et il y avait dans toutes les grandes entreprises publiques, elles s'appelaient la CNCF, ça s'appelait les hôpitaux à l'époque, ça s'appelait des directions de la production. Dans le ministère, ça s'appelait la direction de la prévision auquel j'appartenais. Il y avait une autre direction qui était la direction du plan dans chacun des ministères. Et on fixait des normes de production. En anglais, les normes de production, c'est protocole. Normes de production, c'est quoi? C'est quand on met un câble au bout d'un immeuble, en bas d'un immeuble de télécommunications qui a 7 appartements, eh bien, on fait 1,7 fois 1,7 lignes multiplié par 7 appartements et on va mettre tant d'équipements. Pourquoi? Parce qu'on était dans une logique égalitaire. D'accord? Alors aujourd'hui, on n'a plus ça, parce qu'on a estimé que la logique égalitaire avec le marché était nettement meilleur que la logique égalitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la rationalisation, un truc qui s'appelle la RGPP.
Alors la RGPP, c'est quoi la RGPP? On fait soi-disant de l'égalitaire. Alors le mot clair, c'est on prend 2 fonctionnaires, non, on prend 3 fonctionnaires, il y en a un qui part à la retraite, on ne le remplace pas. Donc c'est comme ça qu'on appelle l'égalité. Et ensuite, on a des raisonnements court-termistes de performance, des ROI, des indicateurs de performance, qui sont des indicateurs court-termistes et qui sont inverses de ce que l'on veut. Si on veut une prévention efficace, malheureusement, on va faire des actes inutiles. Donc si on a des indicateurs dans l'hôpital, le nombre d'actes inutiles que vous faites, eh ben, on va à l'inverse de ce qu'on voudrait faire dans une logique de performance. Voilà. Donc maintenant, on a un choix à faire où on revient à des méthodes d'évaluation classiques, où on continue à une évaluation biaisée par un système de marché avec un faux système égalitaire. Ça, c'est une autre révolution à laquelle nous invite Bruno Salgues. Qu'est-ce qui veut réagir là-dessus? No comment. Voilà, ce sera la dernière. Si oui, il reste une intervention, quelqu'un qui veut parler. Allez, dernière, il nous reste 2 minutes, montre en main. C'était juste pour faire une remarque. Donc moi, je suis Christophe Clément-Cossu, je travaille pour SAP, qui est un industriel. Et j'avais juste une petite remarque d'industriel, c'est je pense qu'en tant qu'industriel, on pourrait être très créatif sur les modèles économiques, pourvu que les projets correspondent aux enjeux qu'on nous présente. C'est-à-dire, par exemple, ce matin, je suis allé à une session sur la prise en charge des déficients cardiaques, donc ça commence bien. Il y a des centaines de milliers de patients déficients. Si on arrive à les prendre en charge en économisant temps, et ça se termine par, on fait une expérimentation sur 20 personnes. Donc le problème, c'est quand est-ce qu'on passe à un vrai projet industriel où on prend en jeu l'enjeu global qui est la prise en charge de l'ensemble des patients. Il y a, je sais plus, des millions de patients chroniques et ça se termine toujours par des trucs à... Donc voilà, le jour où il y aura un projet qui correspond à l'enjeu qu'on nous présente, je pense que des modèles économiques, on va en trouver, hein, et il y en aura un paquet même. Qu'est-ce qui peut répondre sur ceux qui lancent ces expérimentations, justement? Moi, avoir un vrai enjeu plutôt que des trucs à, je sais pas, à 2 balles, quoi. Oui, juste moi, je vais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, même si un peu abrupt. Mais c'est vrai qu'en tant qu'industriel, oui, ça différencie vraiment des marchés sur lesquels on peut être de ceux sur lesquels on n'est pas. Jeanne Cornette. Vous avez raison, c'est vrai ça. Mais il faut dire, côté système de santé, c'est vrai qu'à niveau industriel, on a beaucoup d'offres, mais éparpillées. C'est que c'est les voitures, non? Si j'ai une voiture que tout est compris, je ne dois pas penser les pneumatiques, les moteurs et tout là. À présent, il y a beaucoup d'expériences réussies, c'est bien, mais à niveau de customer, non? Alors, et en plus aussi, il faut dire aussi le suivant, l'expérience que nous avons, pas avec vous, hein, c'est pas vous, mais on nous dit on a tout, et c'est pas vrai. C'est que quand on descend à la réalité, qu'on précise des choses appliquées, on vend beaucoup de choses, mais après, c'est pas vrai. C'est pas toujours facile. Hein? Que je pense que le dialogue industrie et santé, c'est pas facile parce que ça marche ou ça marche pas, ça dépend des cas. Merci Jeanne Cornette, merci à tous les intervenants de cet atelier. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été soulevées, on peut les applaudir vraiment.